Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bonjour à tous avec ce beau soleil sur la grande partie nord, un peu partout en France. Ça y est, le printemps est là. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'à un moment ou un autre, il va rester tout le temps. C'est pas grave, on va nous avoir du soleil dans la voix et dans le regard aujourd'hui. Et on va surtout faire une émission, vous savez, en début de semaine, ça vous a pas échappé, il y avait le 1er avril, on va faire une émission spéciale 1er avril, alors spéciale faux poisson. C'est ça l'originalité. Souvenez-vous, il y a un an, pour le 1er avril, on supprimait la carte verte. Et c'était pas un poisson d'avril. Il semblerait qu'au bout d'un an, les gens n'aient pas encore vraiment compris qu'on avait supprimé la carte verte. Donc ça sera notre premier sujet. On fera un poisson. Alors là, c'est un poisson pour la plupart des constructeurs automobiles. C'est un poisson signé Dacia. Ouais. Parce que Dacia nous sort une version, on va dire, allongée du Duster, toujours à un prix très serré, il est allongé mais le prix est serré, avec une motorisation hybride et tout ça beaucoup moins cher évidemment que les concurrents. C'est un poisson qui va avoir du mal à avaler. C'est le Bigster. On va parler aussi dans notre rendez-vous pneus de l'incroyable saga Dunlop avec un homme qui a sauvé la maison Dunlop en France dans les années 80. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Dunlop, alors c'était la première marque, c'était la première marque de pneumatiques au monde, c'était même à la fin du 19e siècle, mais la France a contribué à sauver Dunlop. Et Claude Cham, qui sera avec nous expliquera toute cette saga dans les années 80 où on a inventé, on va dire, les manufacturiers modernes de pneumatiques en France par l'intermédiaire de Dunlop. Et puis lundi, c'est dimanche ou lundi, la grande journée où on va lancer le Tour Auto. Alors, le Tour Auto, c'est dès ce week-end. Dès ce week-end pour les vérifications techniques. Et ça démarre à partir de lundi. On vous dira à quel endroit vous pourrez voir les voitures partir. On aura... Alors, c'est une sorte de poisson d'avril à lui tout seul. On aura François Alain avec nous puisqu'il il participe au Tour Auto. Alors, je ne dirais pas que c'est un grand ton. Non. C'est mon grand tonton. Pas du tout, il n'est pas Macron non plus. Mais il participe au Tour Auto avec son fils, ça c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et surtout, c'est le seul à participer au Tour Auto avec une Citroën et avec une DS qui fête cette année ses 70 ans. C'est un peu dommage d'ailleurs, je trouve. Le Tour Auto, on parlera de la dérive tout à l'heure, mais il y a beaucoup trop de voitures, alors certes exceptionnelles, mais la plupart sont fausses. Normalement, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis quand même, on parle vrai sur Sud Radio. Et là, on aura une vraie voiture qui va faire le vrai Tour Auto avec des vrais gens dedans. On vous expliquera où vous pourrez voir toutes ces voitures, évidemment, pendant le Tour. La fameuse DS de François Alain, c'est pas la fameuse DS qui a été retapée entièrement par les élèves du Garac? Alors, oui, mais on va pas faire le sujet maintenant, Laurence. Oui, mais non, mais parce on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ça s'appelle du teasing. Et François nous racontera qu'au dernier moment, tout a failli brûler et que, grâce au Garac, il pourra partir quand même. Voilà. Et Jean-Luc, c'est du teasing pour dire à tous ceux qui ont envie de faire ces métiers de l'automobile, restez avec nous jusqu'à 11h30 parce que cette école, on l'aime beaucoup. Allez, on va faire aussi... Le plus gros poisson de l'émission, c'est est-ce que les ZFE vont disparaître ou pas? Oui. Voilà. Vous savez, la semaine dernière, il y a des parlementaires qui ont adopté des amendements pour la suppression des ZFE. Est-ce que ça a une chance de passer ou pas? On en parlera en détail. Là aussi, on ne dévoile pas tout. Ça risque de finir en queue de poisson, je vous le dis. Oh là 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 là. Jeu de mots, non pas Maître Capello, mais Jean-Luc Moreau. Allez, on est avec vous et vous pouvez nous joindre aussi, vous le savez, au 0800 26 300 300. Comme vous l'avez constaté, on commence cette émission avec vraiment beaucoup de mauvaise humeur. Ce sera comme ça pendant 2 heures. Merci d'écouter Sud Radio et vous êtes bien sûr invité aussi à nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et comme toutes les émissions On parle auto, on vous donne la parole et on aime bien quand vous avez une question à nous poser, vous pouvez nous écrire, je participe @sudradio.fr. Proposez... Vous pensez à laisser votre numéro de téléphone? S'il vous plaît, c'est tonton Jean-Luc qui vous dit ça parce qu'il y en a qui en oublient encore. Et on aime bien mettre avec vous, en tout cas inviter un expert de la question pour avoir une réponse la plus précise parce possible. Que moi, j'y connais pas grand-chose. C'est ça. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, ma foi. On parlait d'une émission spéciale poisson. Alors, Cédric va nous expliquer qu'il a vécu un poisson d'avril avec sa moto, puisqu'il a emmené... c'est ça, Cédric, vous avez emmené votre moto au contrôle technique. Elle est totalement d'origine et elle n'est pas passée à la pollution. Et alors, juste, on va préciser, parce que je le disais en préambule, qu'on aura un expert. Et c'est David de Régnancourt, le DG de Sfertech.
C'est le monsieur qui a créé le Easy Diag. Ah, David. Buongiorno, Buongiorno. Laurence et Gianluca. Et vous savez, David, on fait une petite parenthèse. J'étais pour la première fois de ma vie pour la convention alternative Autopart, celle que j'ai animée à Rome. Ah, c'est le romantisme, c'est Voilà. émozione dopo Voilà. émozione. Maintenant, les Ouais, auditeurs voilà. comprennent pourquoi je voulais parler de l'Italie à Bon, David. Alors, on y va. En sous-titre, David, il est italien. Voilà, Donc, c'est ça. Mais c'est il vit, ça, le- il vit plus en Italie. Ouais. Bon. Non. Alors, Cédric et David, On on vous va pas écoute. parler de tourisme. Ouais, Cédric, on vous écoute parce que au-delà de votre question, il y a un vrai problème en ce moment avec le contrôle technique moto et on va l'évoquer. Alors, allez-y. On se reconcentre. Donc ma moto, c'est donc un Tracer 900, c'est de 2015. Yamaha, on va préciser, parce que Yamaha, je c'est pense ça. que Laurence Tracer, on lui aurait demandé quelle était la marque, on en avait pour la journée. Au moins. Qu'est-ce qu'il est taquin. Et donc, c'est une moto de 2015, 40 000 km, qui est entièrement d'origine, qui a roulé normalement. Et donc, j'ai été faire le contrôle technique et le contrôle de pollution était un petit peu compliqué à faire et je devais faire à peu près 10 fois la norme en fait. Alors le contrôleur a essayé plusieurs fois et puis il m'a dit non, là il y a rien à faire, ça passe pas, il y a un problème. D'accord. Donc, j'étais voir mon concessionnaire et il m'a dit en fait on est désolé et en fait on peut rien faire parce que le concessionnaire n'a pas l'appareil pour mesurer. Et tant qu'il n'y a pas de défaut au tableau de bord, c'est que la sonde de lambda qui fait le contrôle, qui permet de faire les bons paramètres de la moto, si tout ça fonctionne bien, en fait, on peut rien faire. Bon, alors on va déjà ça. Un petit peu de façon cachée que c'est assez fréquent que des motos récentes ont des soucis à passer. Oui, alors déjà, on va s'arrêter à ça, parce que David, vous fabriquez des appareils de mesure. Alors, il y en a zéro chez les concessionnaires moto ? Ouais, c'est une catastrophe. C'est un peu le sujet de ma vie, ça, cette histoire finalement. C'est le sujet de ma vie parce qu'en réalité, entre deux roues de moto, il y a un moteur, c'est quand même l'élément principal. Il y a aussi un pilote entre les deux roues, en général. Voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est typique à la France, on amène les professionnels finalement ne sont pas équipés. Alors on amène les usagers, les clients au contrôle technique, comme un coup près. Et on se dit, on va voir si elle passe. Et puis d'un seul coup, elle passe pas. Et puis finalement, le client revient dans l'atelier et ils se disent, écoutez, on va essayer ça, et puis vous essayez de repasser, quoi. Alors que dans d'autres pays, j'étais en Espagne, ils ont les systèmes de mesure dans les ateliers, donc ils préparent le véhicule, la moto ou la voiture au contrôle technique, et il y a un pré-contrôle, quand elle est présentée, elle passe. Ou si jamais un client va en direct, il passe pas, il vient au garage, le garage est capable de mesurer, intervenir et faire en sorte que ça passe. C'est totalement ahurissant. On est au doigt mouillé, quoi. C'est complètement fou. Vous aviez un taux de combien, monsieur ? Entre 2 et 2,5 pour 0,2. 2 et 2,5 de CO. Oh là là. C'est l'équivalent de ce qu'on avait sur une 4L des années 77. Quoi. Wow. Ouais, donc un vrai problème. Alors, vous avez quand même résolu le problème, Cédric. Comment ? Oui, c'est ça. Alors du coup, je me suis un peu renseigné à droite à gauche, et puis en sachant que chaque contre-essai c'est 25 €, donc je me suis mis toutes les chances de mon côté pour bien passer. Donc j'ai fait une vidange entière, changé filtre à air, changé les bougies, mais un vrai carburant, pas de grande surface. Et puis j'ai tenté avec un produit additif qu'on met dans le réservoir, donc c'est un produit marqué Sfertec, contrôle pollution. D'accord. Oui. Alors David, le produit Déjà. Sfertec, là, vous connaissez l'escroc qui le fabrique, c'est ça ? Non, Jean-Luc. David, je serai votre défenseuse, votre chevalier blanc. Non, mais ça a marché. Ça a marché. Grazie molto, Oui, Laurent. donc j'ai dû faire une petite heure d'autoroute en 3e à 9 000 tours minute, donc le moteur qui hurle un petit peu, histoire de bien faire chauffer, en espérant que ça puisse bien faire travailler le catalyseur. Et résultat, c'est passé tranquille en fait. Super. Donc, alors, mieux expliquer. Le carburant, donc c'est passé, ouais. Attendez, David. Alors est-ce qu'on peut l'analyse, mieux c'est ça. expliquer ? C'est David, vous qui êtes le vrai spécialiste. Moi, je vais aller faire des courses, j'ai des choses à faire. Moi, j'ai un avion à prendre. Comment on peut expliquer que la moto qui était à 2,5 au lieu de 0,2 a réussi après des choses qui paraissent simples, les bougies, le filtre à air, l'essence et puis un additif, a passé donc de 2,5 à 0,2 ? Bon,
En fait, alors moi je savais pas que maintenant elle avait passé. Comme vous m'aviez appelé en début de semaine pour préparer l'émission, elle passait pas. Donc voilà ce que j'aurais dit. En fait, on a sur un véhicule, on cherche à avoir le maximum de CO2. C'est dommage que les contrôleurs techniques finalement ne donnent pas l'autre chiffre qui est à côté, c'est le CO2. Plus il est élevé, on doit être à 15,6. Plus le rendement est meilleur. Donc c'est l'indicateur de rendement. Ça serait bien qu'ils en parlent parce que les gens seraient au courant que leur voiture, leur moto fonctionne bien. Donc là, si on avait 2 ou 2,5 de CO, ça veut dire qu'on avait 13,5 de CO2, donc l'équivalent, je vous dis, de ce qu'on avait sur une 4L. Voilà. Bon. Donc là, ce que j'aurais conseillé, et c'est ce qu'il a fait finalement, c'est de nettoyer les injecteurs. D'abord, parce qu'en fait, il se trouve que on a peut-être ce qu'on appelle au niveau des injecteurs, peut-être au lieu d'avoir une bonne pulvérisation, un bon spray qui rencontre l'air et qui devient homogène, on a ce qu'on appelle un jet-bâton. C'est-à-dire qu'on a une espèce de pulvérisation un peu grossière, et quand on a des grosses gouttelettes ou des jets-bâtons, le carburant se transforme mal finalement en CO2 et du coup, ça ressort à l'échappement sous forme d'un brûlé. Donc on a une sorte de ce qu'on appelle un mélange riche. Donc on a du CO. Quand on roule comme ça dans cette condition-là, on a aussi, c'est pas bon pour les bougies. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous Jean-Luc qui avez des voitures anciennes, vous savez que quand vous roulez trop riche, vous claquez des bougies sur vos vieilles voitures. Ouais. Bon, et là, la bougie, elle n'a pas aimé non plus. Donc, ce que j'aurais conseillé à monsieur, c'est nettoyer ses injecteurs, et de changer les bougies. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait et ça passe. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on peut donner comme conseil d'ailleurs à tous les motards qui nous écoutent, mais pas que les motards, ceux qui ont également des voitures à essence, c'est de faire ça, quoi. Nettoyage des injecteurs et puis ensuite remplacement des bougies, filtre à air. Et en général, on diminue beaucoup la pollution. En plus, Cédric, ce qui va se passer, c'est que vous allez consommer moins. Votre moto va mieux marcher et elle va consommer moins parce que le contrôle technique, il n'est pas là que pour emmerder les gens. Il est aussi là pour vous dire attention, votre moteur finalement, il n'a pas le rendement qu'on pourrait espérer. Donc c'est que du bénéfice. Et vous n'êtes pas tout seul, Cédric. Moi, j'ai été au contrôle technique hier, justement, pour une voiture. Et j'en parlais avec le gars qui fait des contrôles moto. Et il me dit, oui, on a plein de motos qui sont d'origine et qui sont refusées, justement, qui passent pas le contrôle. C'est d'ailleurs en discussion en ce moment, parce que j'en ai profité pour appeler Laurent Palmier, donc, qui s'occupe de autosécurité et Sécuritest, et qui me dit, oui, on est en train en ce moment de compiler des données et peut-être que le contrôle technique va s'assouplir. C'est pas encore dans le tuyau, mais c'est en discussion. Mais si je peux me permettre. Pour conclure, disons que oui, c'est une bonne indication. En plus, si avec certaines motos on roule pas tout le temps, on fait un peu d'hivernage ou choses comme ça, c'est normal qu'on ait cet excès de CO. Donc c'est plutôt une bonne indication à donner pour quand on aime sa moto. En général, on veut entretenir, mais c'est quand même fou qu'un professionnel peut pas donner le conseil technique pour finalement régler son moteur. Quoi. Moi, je suis assez d'accord. Il y a des chances que les concessionnaires moto s'équipent d'appareils de mesure ou pas ? C'est en discussion, oui. Ah oui, il y a des réseaux qui y songent, mais c'est parce qu'en fait, ils savent pas faire le lien, c'est fou, mais ils font pas le lien entre pollution et rendement. Fonctionnement, maladie, rendement, voilà. Une petite formation là-dessus, ça pourrait servir à tout le monde, y compris à moi. J'ai compris plein de choses. Merci beaucoup, David, on vous garde. Merci David, merci Cédric, merci pour la question qui va servir à plein d'autres gens. Et puis on vous rappelle sur le rendez-vous. Merci à Yamaha Le Mans qui m'a quand même aidé, qui m'a donné ses conseils aussi. Super, cool. On les embrasse très fort au Mans. Vous voyez, on ne mange pas que de la rillette, on est des spécialistes de la moto. Nous allons vous retrouver, David de Régnancourt, un tout petit peu plus tard dans l'émission, à 10h30 à peu près, pour parler... Non, n'importe quoi, pas du tout à 10h30, Laurence, on parlera de voiture. 11h30. 11h30, c'est ça. Parce que, mais il y a des moments, j'ai du mal à me réveiller, moi. Voyez, 11h30, on parlera bien sûr de la voiture et de l'environnement avec vous. À tout de suite. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Enfin, on prend le volant, c'est surtout l'ami Jean-Luc qui le prend. Et vous savez que vous retrouvez l'essentiel de ces vidéos sur la page YouTube de Sud Radio. Un extrait pendant l'émission sur la page Facebook. Et là, c'est gros coup de cœur. Oui, alors on le voit, Dacia est sur des rails. Pour ceux qui ont les images, ils comprendront. C'est vrai que la marque a un certain succès, surtout auprès des particuliers en Europe. Donc,
comme elle a du succès, elle monte en gamme pour gagner plus de sous. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'apparition du Bigster. Pour faire simple, le Bigster, c'est un duster break. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est tout d'abord la première offre de la marque sur le segment C-SUV. Et c'est le plus vendu en Europe, donc c'est important. C'est aussi la Dacia la plus luxueuse, avec des guillemets, jamais produite. Bon, ce Bigster s'attaque donc à des concurrents qui sont assez sérieux, un Peugeot 3008, Renault Austral ou Citroën C5 Aircross. Pour cela, les dimensions sont à la hausse par rapport au Duster. Il mesure 4,54 m de long, 1,80 m de large. Et puis si sa ligne rappelle évidemment celle de son petit frère, ce n'est pas un handicap car ses formes plutôt robustes plaisent. Notre version journée, c'est le sommet de la gamme, qui reçoit des équipements qui étaient inconnus jusque-là sur la marque roumaine. On a des jantes par exemple de 19 pouces, c'est une option. Les barres de toit, bon, elles sont en série. C'est bien pour le look, mais on le verra, c'est moins bien pour l'aérodynamique. Le haillon motorisé est aussi une première chez Dacia. Il permet d'accéder à un coffre qui est juste gigantesque, un 700 litres. Wow. Mais oubliez les 7 places sur le Bigster. C'est trop lourd, trop cher, et cette fonctionnalité existe déjà sur le Jogger, donc il n'y aura pas de 7 places. Avec le grand empattement de 2,70 m, les passagers arrière sont vraiment à l'aise. La banquette est fractionnable 40, 20, 40 et la partie centrale, elle sert d'accoudoir quand elle est rabattue. Mais attention, parce que le plastique est rigide sur le dessus, donc on va se faire mal au coude. Et puis on a un toit panoramique vitré. Alors ça aussi, c'est une grande première ouvrant qui fait également partie des options qui surprennent sur une Dacia. Pas de surprise en revanche concernant le dessin de la planche de bord. C'est un copier-coller de celui du Duster. C'est pas gênant non plus en ce qui concerne la présentation, l'instrumentation. Ici, c'est un afficheur numérique de 7 pouces pour les compteurs. Mais si les assemblages sont bons, les plastiques rigides, en revanche, sont un peu trop nombreux pour un modèle du segment C3. Il aurait fallu faire, monsieur Dacia, un tout petit effort à ce niveau-là. Bon, sur toute la gamme, on a un écran tactile central de 10,1 pouces qui permet de gérer l'essentiel des fonctions du véhicule. Là aussi, des nouveautés qu'on n'avait jamais vues sur une Dacia, les caméras 360 degrés, les aides à la conduite qui se désactivent. Alors toujours, c'est chez Renault avec le petit bouton magique sur le côté gauche du volant. Et puis sur cette finition journée, navigation en série, de même que une climatisation bizone, aussi une première pour Dacia. Et puis, réglage électrique du siège conducteur. Alors, sauf sur la translation, il coulisse toujours manuellement, là aussi pour faire des économies. Ce qui est encore plus en rupture avec la philosophie de départ de Dacia, c'est que le Bigster inaugure des motorisations inédites dans le groupe Renault. Au départ, on nous avait dit, oui, on utilisera des moteurs éprouvés de chez Renault, ce qui permet de faire des économies. Là, le Duster est le premier à recevoir la nouvelle version hybride du moteur Renault, composé d'un moteur 4 cylindres à essence 1,8 litre qui fonctionne en cycle Atkinson. Il développe 107 chevaux. Il est associé à 2 moteurs électriques, un principal de 50 chevaux, un secondaire de 20 chevaux, alimenté par une batterie de 1,4 kWh de capacité, le tout accouplé à une boîte de vitesse à crabot. C'est un peu compliqué, avec 4 vitesses thermiques, 2 vitesses électriques. Ce qui compte, nous, c'est puissance totale, 155 chevaux, 250 Nm de couple. Au volant, ce Bigster, c'est exactement ce qu'on attend d'un SUV de cette catégorie. C'est une voiture qui est très confortable, même avec les roues de 19 pouces. Les suspensions sont réglées souples et la mécanique hybride, à rythme tranquille, se fait totalement oublier. C'est ce qu'on lui demande. Quant à la batterie, si elle est suffisamment chargée, elle permet de rouler de long, avec des guillemets, moment en fonctionnement 100% électrique, typiquement jusqu'à quelques kilomètres à des vitesses même supérieures à 80 km/h. Le revers de la médaille de cette douceur, c'est une aversion à la conduite dynamique. Tout d'abord, les temps de réaction de la boîte automatique sont parfois longs. Si vous accélérez, il y a une demi-seconde avant que les chevaux arrivent, donc ça paraît long quand on doit doubler. Les accélérations ne sont pas canons non plus, 0 à 100, 9 secondes 7. Et puis la suspension souple génère aussi quelques mouvements de caisse dans les virages. Et puis même si la voiture n'est pas trop lourde, elle fait que 1500 kg, le sous-virage est assez prononcé à rythme élevé. C'est frustrant pour un journaliste, mais c'est rassurant pour un père de famille, ce qui est finalement l'objectif. En ville, le confort et la douceur redeviennent des atouts. On peut même, selon Dacia, rouler 80% du temps moteur thermique coupé. Sur autoroute, même si le constructeur dit avoir travaillé sur l'insonorisation du Bigster, les barres de toit,
comme je vous l'ai dit, génère des bruits aérodynamiques au-dessus de 110 km/h. Bon, voilà, c'est beau, mais ça fait du bruit. Et puis, la meilleure surprise de cet essai, c'est sans doute, malgré la puissance supérieure et les 100 kg de plus que le Duster, eh bien, le Bigster consomme moins avec cette nouvelle motorisation. J'ai consommé en moyenne pendant l'essai 5,3 litres au 100 quand même, avec une grosse voiture. C'est vraiment pas beaucoup et elle est agréable à regarder. Le Bigster est donc finalement une bonne surprise, hein, d'autant que ses prestations en Europe s'accompagnent d'un tarif comme toujours chez Dacia, raisonnable. La version hybride démarre à 29 700 € et le haut de gamme, voilà, avec des guillemets encore journée, culmine à 31 700 €. C'est pas compliqué, c'est presque 10 000 € de moins que la concurrence. Bam. Voilà, donc on dira, il n'y a pas de concurrence, c'est sans concurrence. En plus, c'est une voiture agréable à regarder, agréable à utiliser. À conduire, donc on peut prédire un vrai grand succès à ce Bigster. Et puis même si elle ne démarre pas au quart de tour, on va faire l'éloge de la lenteur. Non, mais attention, il y a quand même 155 chevaux. Donc, comme je vous disais, c'est les journalistes qui trouvent que... Oui, voilà. Et puis, elle sera donc en critère 1. Oui, de toute façon, oui. Et puis en plus, elle est en hybride. Alors, ça tombe bien parce qu'on va parler des ZFE dans quelques instants. Merci beaucoup et je vous rappelle que vous retrouvez l'essentiel de la vidéo complète sur la page YouTube de Sud Radio pour ce Dacia Bigster hybride. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et on démarre notre émission pour faire le bilan 1 an après la disparition de la carte verte. Et on accueille Christophe Dandois, qui est le cofondateur de la néo-assurance Léocare. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Donc c'était il y a un an le poisson d'avril, on vous a dit vous n'avez plus besoin de la carte verte. Il y a des gens qui sont on n'a plus besoin d'être assuré. Allez, sérieux, c'était déstabilisant. Même moi au début je dis mais ma carte verte. Oui, alors pourquoi elle a été supprimée cette carte verte, Christophe ? Déjà parce que la France était dans les 3 derniers pays européens à encore avoir une matérialité de son assurance sur son pare-brise. Donc cela va dans la stratégie politique, on va dire, de simplification. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, le papier vert, à l'heure de l'intelligence artificielle et de la fraude organisée, n'avait plus beaucoup de sens finalement d'être posé. Oui, on pouvait très bien faire une photocopie couleur d'un faux papier vert. Exactement. La fraude à l'assurance en France, notamment dans l'automobile, est estimée entre 7 et 10% des véhicules qui roulaient. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme quand on sait qu'à peu près le marché français de l'assurance auto, c'est 20 milliards. Vous imaginez ce que ça représente en termes de fraude. Et puis le troisième point, c'est vrai que dans ce que l'on souhaite faire aujourd'hui en termes d'environnement, faut pas oublier que c'est à peu près 39 millions de petits papiers verts de qualité, une enveloppe, un timbre, une empreinte carbone assez importante. Donc tout ça conduisait assez naturellement et il était temps de le supprimer. Et pour le faire, Laurent Jean-Luc, c'est que faut pas oublier que ça a été lancé quelque part le 1er janvier 2019, puisque a été lancé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur depuis le 1er janvier 2019, le fameux FVA, donc ce fichier des véhicules assurés, et c'est celui-là qui, au 1er avril 2024, finalement, devenait la référence pour le contrôle routier. C'est celui que un gendarme, un policier, avec sa tablette, son téléphone, contrôle pour vérifier que finalement vous êtes bien assuré. Et donc normalement aujourd'hui, quand on vous arrête et qu'on vous demande vos papiers s'il vous plaît et l'assurance, c'est qu'il a un doute et que son système dit que vous n'en avez pas. Ah oui, d'accord, parce qu'ils peuvent vérifier. Même si une voiture de police vous suit, ils regardent votre plaque. Aujourd'hui, ils ont des systèmes informatiques dans les voitures. Ils rentrent le numéro de la plaque. Ils savent si vous êtes assuré, si vous n'êtes pas assuré, si votre contrôle technique est à jour. En fait, ils savent tout ça instantanément. Exactement. Tous les assureurs, à mutuelle, assurance, assurance, tous ceux qui assurent aujourd'hui des véhicules, ont l'obligation tous les 24 heures de mettre à jour ce fameux FVA. Et donc que vous soyez un nouveau client
ou si vous êtes résilié, c'est l'obligation, je dirais, par la réglementation, de chaque assureur de mettre à jour cette base qui est relativement simple puisque associée à votre plaque d'immatriculation est mis à côté le nom de votre assureur. Bon, alors si je suis arrêté par des policiers à pied qui n'ont pas un terminal sur eux, comment je fais pour leur prouver que mon véhicule est assuré? Est-ce que je dois avoir un papier sur moi puisque j'ai plus On peut l'avoir, mais après, t'as aussi les applis sur les téléphones. petite étiquette verte sur le pare-brise? Alors, quand la mise en place de la suppression de la carte verte a été faite, l'autre autorité de régulation, donc la CPR, a aussi décidé de mettre en place ce qu'on appelle le MEMO, MEMO, qui est l'obligation pour toutes les assurances de vous fournir chaque année donc à votre renouvellement, donc ce qu'on appelle les termes, le renouvellement annuel de votre contrat, ce mémo, qui est un papier relativement simple, à peu près structuré de la même façon pour tout le monde, dans lequel il y a les informations, on va dire, caractéristiques de votre nom, votre prénom, votre véhicule, et puis bien évidemment le fait que vous soyez assuré. Donc si vous êtes arrêté par une autorité qui n'a pas d'accès à cette base de données, il peut demander que vous présentiez ce mémo. C'est là où il faut l'avoir obligatoirement sur soi, parce que moi à titre perso, là, depuis un an, j'ai plus rien. Non, je l'ai pas, mais j'ai mon application avec mon assurance. Non. En effet, vous n'êtes pas obligé de l'avoir et vous pouvez le présenter sous 24 heures et normalement, puisque c'est l'objectif de cette simplification, de cette dématérialisation, l'autorité de contrôle que vous avez en face de vous a la possibilité de le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on constate nous, vous n'avez pas à subir quelque part un mauvais coup au sens financier du terme parce que vous n'êtes pas en situation de le prouver et eux ont la possibilité de le faire et vous avez 24 heures pour présenter votre mémo. Christophe Dandois aussi. Oui, juste une chose. Finissez votre phrase, pardon. Non, j'allais dire qu'il sert aussi ce mémo quand vous partez à l'étranger. Puisque avec votre véhicule, oui. Exactement, puisque maintenant vous n'avez plus votre carte verte avec vous. Donc voilà, il faut penser, si vous quittez le territoire, à ce mémo. Soit vous l'avez... c'est l'avantage, un petit peu de publicité pour les Caire qui est dématérialisé. Donc vous l'avez dans votre mobile tout le temps. Et puis si vous l'avez pas sur votre mobile, imprimez-le à l'ancienne et gardez-le dans votre véhicule. Si vous quittez ça a été plus compliqué pour une certaine génération. Moi, mes parents ont été très déstabilisés par ça. Et un jour, ils m'ont appelé, on dit on a pas reçu notre carte verte, on n'a plus d'assurance auto. Voilà, il y a eu de toute façon toujours ça a été quand même très. Oui, puis en cas d'accident, comment je fais pour connaître mon numéro de contrat? Avant, il y avait au moins on avait cette carte verte. Aujourd'hui, si on n'a pas de papier sur soi, comment on fait? Si on n'a pas l'application dans le téléphone, enfin bon, bref. Oui, puis on n'a plus la vignette. On n'a plus rien. Et je sais que mes parents, ils ont été très déstabilisés. À mon avis, c'était pas les seuls. Je vais répondre de deux façons à votre question. La première, justement, parce que c'était quand même quelque chose d'assez fort, cette révolution, c'est vraiment la vraie première étape de dématérialisation, de digitalisation de l'assurance. Léo Caire avait mis en place un bot, vous savez, grâce à ChatGPT, on avait mis en place un agent virtuel, et cet agent virtuel a été mis en place pour répondre justement à toutes les questions, même des parents de Laurent. Non mais sérieux, excusez-moi, je vais vous taquiner un peu, Christophe Dandois. Mais mes parents qui ont 85 ans, vous pensez qu'ils ont été voir le bot ChatGPT que vous aviez? Enfin, vous voyez, il est fait pour. Mais oui, mais ils savent pas ce que c'est, ils ont pas le réflexe. Je pense, excusez-moi, on parle vrai sur Sud Radio, et c'est très bien que vous ayez fait ça, mais qu'il y a une partie de la population qui, dans ces cas-là, est complètement laissée de côté, et vous n'avez pas les pieds sur terre quand vous vous imaginez que quelqu'un de 85 ans va faire appel à ChatGPT avec votre bot pour avoir les réponses. C'est pas une attaque, mais c'est une vraie réalité. Non. Et vous avez raison, Laurent, c'est le principe, on est constructif sur cette émission. Par rapport à ça, vous avez raison. Toute la problématique, ça a été l'accompagnement. Et je pense que ce qui a été plus ou moins bien fait suivant les acteurs, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, ce fichier a été mis en place, en tout cas a été créé depuis le 1er janvier 2019. Oui. Donc les assureurs avaient quand même 5 ans pour prévenir leurs assurés, et peut-être les moins digitaux d'entre eux, sur ce principe. Et il est vrai, et vous avez raison Laurence, qu'il n'y a pas eu le niveau d'accompagnement suivant certains acteurs, et notamment en pensant peut-être à nos plus anciens ou les moins, on va dire, digitaux d'entre nous, pour leur expliquer que au 1er janvier 2024, ça va disparaître. Bon, maintenant, c'est rentré. En effet, il y a eu un problème d'accompagnement. Donc, ce qu'on peut dire peut-être aux moins digitaux de vos auditeurs, c'est peut-être tout simplement de penser à l'imprimer. Tout à fait. Mémo dans la voiture.
Christophe, on a vu ces derniers temps, là, un peu partout en France, des collectivités qui pensaient être assurées, qui ne l'étaient plus. Donc forcément, comme ils n'ont pas reçu les cartes vertes, puisque c'est dématérialisé, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'avaient plus d'assurance. Comment on peut vérifier qu'on est bien inscrit sur le FVA ? Alors, c'est disponible, c'est public. Donc, vous avez qu'à taper FVA, en effet. Fichier des véhicules assurés. Assurés, exactement, sur un moteur. Vous allez arriver sur le site public d'État. Vous tapez votre plaque d'immatriculation, votre nom, et directement, vous allez vérifier que l'immatriculation et le nom que vous venez d'apposer est bien assuré. Donc ça a été quand même bien évidemment pensé pour être aussi en autonomie quelque part de vérifier que votre assureur a aussi bien fait son travail. Alors, normalement, c'est le principe. Tout le monde, heureusement, n'a pas à vérifier. Mais vous avez raison, Jean-Luc, c'était aussi pensé pour l'autonomie quelque part. Ce qui est en train de se passer, c'est que on a finalement on a notre dossier médicalisé qui a été aussi mis en place, et quelque part on voit qu'on est en train d'aller vers le dossier digitalisé de l'assuré. Et je m'explique. L'étape suivante de cette dématérialisation, donc de la suppression de la carte verte, alors désolé, on va encore faire des acronymes en plus, ils sont moches, ils sont anglais, donc, mais bref, vient d'être lancé ce qu'on appelle le FIDA, donc qui est, l'ouverture de l'assurance au niveau européen, et c'est quand même assez avancé puisque maintenant c'est lancé dans le modèle des trilogues, donc tous les acteurs, on va dire, politiques européens se mettent sur le sujet suite à la décision de la commissaire européenne, donc qui a validé ce lancement de FIDA. Et donc ce lancement de FIDA, on va pas s'arrêter simplement à la suppression de la carte verte en disant une plaque d'immatriculation et dans un système vous êtes identifié. On va aller jusqu'à votre profil, Jean-Luc, de conducteur d'entier. Donc on va retrouver votre sinistre, c'est-à-dire votre coefficient de bonus-malus, votre sinistralité. Et donc gentiment, la France, l'Europe, va vers cette dématérialisation de votre profil de conducteur. Et ce qui est intéressant pour vos auditeurs, c'est que finalement demain, quand on voudra changer d'assurance, plus trop besoin de se poser plein de questions un peu métaphysiques sur son coefficient de bonus-malus, ses accidents, responsables, non responsables, un nom, un prénom, une date de naissance, une plaque d'immatriculation, et directement, un acteur sera capable de vous faire une assurance, mais exactement avec vos antériorités par rapport à cette dématérialisation. Donc on est en train de dire quelque chose de nouveau. Merci beaucoup Christophe Dandois, c'était bien clair, très détaillé. C'est pour ça qu'on l'invite souvent. Oui, c'est vrai. Co-fondateur de la Néo-Assurance Léo Caire, et vous serez peut-être la nouvelle assurance qui fera toujours attention même à ses clients les plus âgés maintenant, en leur envoyant des petits courriers à l'ancienne avec un timbre. On vous embrasse fort. Merci, au revoir Christophe. C'est vrai qu'il faut toujours penser à nous, parce que la génération de nos parents, c'est encore... même nous, on est à cheval quand même sur les deux. Mais nous, ça va maintenant. On est, notre génération, elle aura tous les codes. Normalement, il n'y a pas de souci pour aller sur Internet, etc. En tout cas, c'était très intéressant. Allez, nous allons maintenant accueillir Cédric. Et on accueillera Cédric pour une question et David de Regnecourt, le DG de Sfertech, pour la réponse. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et vous en avez entendu parler évidemment depuis quelques jours. Est-ce vraiment la fin des ZFE, ces fameuses zones à faible émission? On va en parler avec Alexandra Legendre, qui est responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Bon, le plus gros poisson d'avril, alors peut-être. Celui-là. Alors on l'espère pas. Non. On l'espère pas, mais c'est vrai que la semaine passée, la commission spéciale qui est chargée d'étudier le projet de loi de simplification a voté la suppression des zones à faible émission. C'est en fait les députés ont adopté des amendements qui étaient principalement du Rassemblement national, avec des voix d'ailleurs de tous les partis, qui parlaient cette fois de la suppression des ZFE, parce qu'on avait parlé de moratoire, on va en parler. Et là, on fait la fête. Et là, c'était la suppression. Il y a plein de gens, d'ailleurs, la presse en général a repris en disant c'est la fin des ZFE. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait la fin des ZFE. Est-ce que les ZFE vont vraiment être supprimés? D'abord, est-ce que juridiquement, Alexandra, ces amendements, ils peuvent tenir ou pas dans une loi qui n'a rien à voir avec les ZFE?
Rien n'est moins sûr, justement, parce que c'est le principe d'un amendement qu'on appelle un cavalier législatif. C'est un amendement qui est déposé dans le cadre d'une loi, et cet amendement n'a rien à voir avec cette loi. Or, la simplification de la vie économique et les ZFE, a priori, ont fait un peu le grand écart. Donc, ces amendements... Alors, attention, Alexandra. Alors là, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Les ZFE, je suis persuadé. Non. Je suis persuadé que si je vous demande, à vous tous, peut-être pas Alexandra parce qu'elle est en plein dedans, donc, mais si je demande à tous les gens que je croise de me détailler les ZFE dans chaque ville où elles sont appliquées, personne n'est capable de me dire quels véhicules sont interdits, de quelle heure à quelle heure, combien de jours par semaine, est-ce que j'ai le droit Lyon, de stationner, pas stationner. Critère 3, Lyon, c'est fini. Grenoble, critère 3, c'est fini. Montpellier, critère 3, c'est fini. Voilà, ça déjà, celle-là. Voilà, Paris aussi, normalement, mais sauf qu'on a le droit de 20h jusqu'à 8h du matin. Et le week-end, alors qu'il y a d'autres villes. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'une ville à l'autre, ça change. Et que, surtout, il y a des gens qui disent que c'est l'Europe qui a imposé ça. Non, mais qu'effectivement, pas vraiment. Non, l'Europe a imposé d'assainir. Oui, mais elle n'a pas imposé la création des ZFE. Alors, Alexandra Legendre. Vous voyez déjà dans vos échanges, c'est un voilà. bazar. Ouais. Alors donc, on pourrait dire que la simplification, quelque part, là, on en a besoin. Oui, mais malgré tout, ça n'a rien à voir avec ce projet de loi, cette proposition de loi. Donc, de toute façon, rien n'est écrit, mais il y a quand même très peu de chances que le Conseil constitutionnel en fait, les deux amendements dont vous parlez, ils vont être débattus en séance publique le 8 avril. Et donc, encore faut-il qu'ils passent cette étape-là, qui soit voté par les députés le 8 avril. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qui va se passer, c'est le Conseil constitutionnel qui va se pencher pour trancher est-ce que c'est un cavalier législatif ou pas. Donc, il y a eu cette forte confusion entre, effectivement, les gens qui ne connaissent pas trop le sujet et qui ont tout de suite crié à la victoire, super, les ZFE sont supprimés. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a encore un long processus législatif à venir. En revanche, en parallèle, il y a une proposition de loi qui, elle, est indépendante, qui n'a rien à voir avec la proposition de loi sur la simplification, qui est en cours en ce moment et qui demande, elle, la suspension pour 5 ans des ZFE. Et ce moratoire à la Ligue de défense des conducteurs, nous, on le soutient à fond. Pourquoi ? Parce que déjà, ça nous permettrait d'échapper aux amendes que l'Europe ne manquerait pas de nous faire de nous infliger, nous infliger si jamais on n'était pas. Alors les ZFE, effectivement, c'est juste une manière d'appliquer la demande d'améliorer la qualité de l'air. C'est un moyen comme un autre. Et en vrai, si on se dit dans 5 ans, la qualité de l'air, elle ne cesse de s'améliorer. Et peut-être que dans 5 ans, l'idéal, ce serait que cette mesure soit finalement caduque et que ces mesures de restriction de circulation, elles vont d'emblée, elles ne s'imposent plus. Mais donc, Alexandra Legendre, c'est le cas à Nice. Et puis c'est le cas à Nice qui ont des bons résultats. Ils ne sont pas obligés de le faire non plus. Et je rappelle que cette ZFE ont été créées suite à la loi, la LOM, en 2019. Ce n'est pas l'Europe qui a imposé la ZFE, c'est la loi LOM en France. Oui, mais c'est une transcription d'un texte européen. Oui, mais c'est pas une transcription, c'est une réinterprétation d'un texte on a surtout européen. des aides européennes pour mettre en place ces ZFE. Et ça arrange bien l'État. On n'est pas contre le fait d'assainir l'air. C'est pas ça le problème. Nous, ce qu'on était contre, en tout cas, je pense qu'on se retrouvait tous les deux là-dessus. Moi, je suis contre parce que la méthode, elle est pas bonne. Et ben voilà. Et puis que surtout, c'est une bombe sociale. Ça met plein de gens sur le bord de la route. Au-delà de ça, on va se concentrer juste sur la pollution. On parle pas de la bombe sociale. On va se concentrer sur la pollution. Le choix d'appliquer des vignettes critères, ça c'est franco-français. Ça c'est Ségolène Royal. En fonction de la date de commercialisation d'un véhicule, ça n'a rien à voir avec son niveau de pollution. Je suis désolé. Mais je suis d'accord. On a des voitures, on le sait depuis le Dieselgate, qui émettaient 10 fois plus que ce que permettait la norme. Bien sûr. Donc il y a des véhicules qui se retrouvent avec des vignettes critères 2 qui vont polluer 10 fois plus que des véhicules avec des vignettes critère 3, voire critère 4, ce qui est absolument scandaleux. On va empêcher, je reprends toujours le même exemple. Jean-Luc, laissez-moi finir. On ne peut pas être contre ce que vous expliquez, vous avez raison. Mais j'ai raison. Oui, bien sûr, c'est toute la façon dont ça a été fait qui a été mal faite. Quand on regarde d'ailleurs les villes où les ZFE ont été appliquées, est-ce que la pollution a beaucoup baissé ? La réponse, c'est non. La pollution a baissé, mais de manière générale, parce que de toute façon, le parc automobile devient de plus en plus vertueux, puisque
au fil des générations, la pollution des véhicules diminue, mais le fait d'appliquer une ZFE n'a pas d'un coup fait baisser la pollution. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon exemple que j'adore, c'est le type qui a une Prius 2 qu'on va interdire de circuler parce qu'il est en critère 3 à un véhicule qui pollue beaucoup moins que le diesel le plus récent. Donc je suis désolé. Non, mais carrément. C'est là où c'est pas logique. Mais voilà, c'est ubuesque. Tout à fait. Bon, il reste de moyens de se mobiliser. Nous, on a déjà plus de 300 000 signatures à notre pétition. Il y a une mobilisation dimanche dans plusieurs villes de France et notamment à Paris sur le parvis de l'hôtel de Ville. Il y a une manifestation. Ça fait un paquet de manifestations dimanche. Exactement. Ce jour-là, il y a pas mal de manifestations. Mais les ZFE, en fait, n'ont jamais autant fait parler d'elles. Et finalement, tout ce mouvement est assez vertueux parce que avant janvier, vous aviez une infime part de la population française qui comprenait ce que c'était que les ZFE et les enjeux sociaux liés à leur application. Et enfin, depuis 2025, on en parle, on en débat, et les Français sont en train de prendre conscience de ce que ça va impliquer dans leur quotidien, surtout s'ils sont propriétaires d'un véhicule critère 3 et plus. Et donc, le fait que ce sujet arrive enfin sur le devant de l'actualité, c'est toujours le bazar, mais au moins on en parle. Oui, non, mais il faut en parler parce qu'en plus, il y a 18 métropoles qui font l'objet d'une étude préalable pour la mise en place de ZFE. Pour l'instant, ceux qui n'habitent ni Paris, ni Grenoble, ni Montpellier, ni Lyon se disent finalement les ZFE, je m'en fiche. Non, parce qu'il y a plein d'autres métropoles où ça va s'appliquer. Et je suis désolé, quand vous circulez aujourd'hui, bien malin sait quelles sont les zones de délimitation des ZFE, à part celui qui a un GPS qui est parfaitement à jour et qui va lui indiquer attention, vous rentrez dans une zone ZFE, votre véhicule d'après les critères que vous avez rentrés, mais qui rentre les critères de son véhicule dans sa navigation, pratiquement personne. Donc il y a certaines applications qui vous préviendront, mais dans la majorité des cas, le petit panneau qui est sur le bord de la route, vous ne le verrez pas. Et puis, pour le moment, on n'est pas verbalisé, donc ça va. On va dire que ça va. Attention mais sur certaines villes. Ou le jour où ça va verbaliser, je crois que Grenoble verbalise, attention. Il me semble que Grenoble verbalise. Grenoble, c'est un cas spécifique. Grenoble, les dealers peuvent faire ce qu'ils veulent, mais par contre, les automobilistes, pas. Mais c'est ça, l'une des inepties de ces ZFE, c'est comment, par exemple, entre Lyon, Grenoble, Rouen, Strasbourg, Marseille, Paris, Montpellier, Nice, et les autres, puisqu'on avait jusqu'à plus de 40 qui allaient y passer, on n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes obligations. Regarde, par exemple, à Rouen, ça y est, alors que Rouen, ils étaient quand même assez costauds là-dessus. Du coup, les critères 3, vous pouvez rouler. À Strasbourg, non, Rouen, on applique le calendrier. Ils s'étaient déjà rendu compte qu'ils avaient limité la vitesse sur le périphérique et que ça avait augmenté la pollution. Ça serait bien, Anne Hidalgo, si vous m'entendez, ça serait bien quand même de téléphoner au maire de Rouen pour qu'il vous explique que parfois, baisser la vitesse, ça augmente la pollution. Alors tiens, j'en profite parce que j'ai un auditeur qui me dit « Ouais, je vous écoute depuis des années. Avant, vous preniez la défense de l'environnement. Aujourd'hui, vous êtes populiste. » C'est n'importe quoi, je suis pas populiste. Je suis réaliste. C'est pas du tout la même chose. Quand il y a des gens qui font des conneries, et les écolos font des conneries en ce moment, je dis ils font des conneries. Maintenant, s'ils ont des bonnes idées, je prends les bonnes idées. Je fais pas de politique. Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'on a en France la chance d'avoir des associations qui défendent les automobilistes comme nous sommes. Il y a Alexandra Legendre qui est avec nous régulièrement dans l'émission, et on vous remercie, avec la Ligue des conducteurs. Mais on a aussi 40 millions d'automobilistes qui bougent aussi beaucoup à chaque fois. Enfin, on a la chance d'avoir des assos qui nous défendent. Et voilà. Et je pense que c'était bien de vous donner un coup de chapeau à vous toutes et à vous tous. Oui, alors, la suite Alexandra. Bon, après la manifestation dimanche, vous auriez pu la faire entre la place de la République et puis non, il y en a une autre. Il y en a déjà deux autres. Dans la ZTL, on est déjà dans la ZTL, on est déjà assez provoque. Oui, alors la ZTL. Zone à trafic limité au centre de Paris. La ZTL, c'est aussi. Ça, c'est une aberration. Voilà. Revenons sur les ZTL. 500 rues qui vont être végétalisées. À Paris. Mais Paris n'est pas centre du monde. Donc, non. Demain, il va se passer quoi, Alexandra ? C'est un exemple. Oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. De l'ubuesque encore. D'ailleurs, dans les poissons d'avril, puisqu'on parlait de poissons d'avril, il y en avait un que j'ai trouvé exceptionnel en début de semaine. Je ne sais plus qui l'a balancé, genre Anne Hidalgo, mais les rues à 10 km/h dans Paris. Bon, voilà. Ça a bien marché. Ouais. Non, mais on se dit, elle est tellement folle qu'on se dit elle est capable de le faire. Bon, après, le problème de 10 km/h, c'est qu'il y a des compteurs de voitures qui commencent à indiquer la vitesse à 20. Donc ça, légalement, on ne peut pas limiter à 10. On pourrait donner la parole à Alexandra. Non, mais je m'amuse beaucoup. Ouais, la suite, Alexandra. Ce projet de loi, là, ça va être débattu quand ?
Eh ben, normalement, déjà, elle va être présentée lors d'une prochaine conférence des présidents. Donc, la conférence des présidents, ce sont les présidents de groupes politiques qui se réunissent autour de la présidente de l'association, de l'Assemblée nationale, et qui, normalement, cette proposition de loi à la prochaine conférence devrait être présentée de façon, parce qu'elle a déjà été signée par plus de 60 députés, ce qui est pas mal, et de tous bords politiques. C'est-à-dire que on a du centre et de la droite. Comme on demande les suspensions, c'est différent de la suppression, donc on n'a pas de RN, mais on a donc une proposition qui fait consensus parmi 5 groupes politiques, et ça on en est très fiers parce que rares sont les propositions de loi qui sont co-signées par des groupes politiques différents, et la suite, ça va être son inscription en débat, on l'espère, en séance publique, et puis son adoption. Et vraiment, nous on continue, c'est pour ça qu'on continue à faire signer des gens, à demander, on demande à nos sympathisants de solliciter leurs députés pour qu'ils co-signent la proposition de loi de façon à ce qu'elle soit de plus en plus forte et que le mouvement enfle. Donc c'est pas du tout fini les ZFE, il faut continuer à monter au créneau pour bien faire comprendre effectivement les enjeux liés aux restrictions de circulation. C'est pas parce que vous n'habitez pas dans une ZFE que vous n'allez pas être touché, parce qu'on a tous l'occasion d'aller dans une métropole pour aller voir le médecin, pour aller au cinéma, n'importe quoi. Vous avez des métropoles qui ont mis en place des passes. Alors oui, il faut vous déclarer sur Internet. Voilà. Ça, c'est un fiasco aussi. C'est ultra contraignant. Et donc voilà, et puis même avant les inconvénients personnels, il y a quand même un problème. Sous prétexte qu'on n'a pas les moyens de changer de voiture, on va nous interdire de circuler dans certaines métropoles. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas tolérable. Ouais, c'est pas possible. Bon, cela dit, vous dites le RN, peut-être que si les amendements sont retoqués, peut-être qu'ils adhéreront à votre proposition. C'est possible. Peut-être. Affaire à suivre, en tout cas. Bon, merci beaucoup, Alexandra. On aura l'occasion d'en reparler plein de fois. Vous avez compris, c'est un sujet qui est brûlant. De toute façon, là, ça va revenir vraiment. Merci beaucoup, Alexandra Legendre, d'avoir été avec nous. Quant à nous, on continue notre rendez-vous, et juste après le retour de l'information de 11h, on va parler d'une grande saga, la saga Dunlop, et on aura l'homme qui a sauvé la saga Dunlop en France, en tout cas la maison Dunlop en France, avec nous en direct. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous avons cette seconde heure qui est magnifiquement habillée aujourd'hui, avec la présence déjà en studio avec nous de François Alain, qui sera là dans le courant de l'émission. On parlera du Tour Auto avec lui, oui, on parlera de Citroën DS, on parlera du Garac, on parlera de plein de choses. Et puis on va aussi parler d'une grande épopée française avec Dunlop et l'homme qui a sauvé Dunlop en France, Monsieur Claude Cham, qui est avec nous. Ce sera dans notre rubrique pneus, mais on ne va pas parler que de ça. On parlera aussi du début des Awards 2025, puisque les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er avril. Je vous disais, c'est une émission de 1er avril avec un petit peu de retard, mais c'est pas pour les gags là. Non, voilà. non. Donc on verra, avec un objectif cette année, c'est de dépasser les 60 marques présentes. Je vous rappelle que Sud Radio est partenaire des Awards. C'est pour ça qu'on va en parler avec son organisateur tout à l'heure, Lionel Robert. Et vous savez que Sud Radio aime l'auto, puisque nous sommes partenaires. Oui, c'est la radio de l'auto. C'est la radio de l'automobile et de ceux qui les font et qui les réparent. Ouais, on est très fiers de dire que nous, on aime l'auto, contrairement à certaines radios nationales que je ne citerai pas. Vous savez ce qu'on m'a dit, j'ai fait le salon des dépanneurs la semaine dernière, on m'a dit, mais vous êtes une bagnolarde, Laurence. J'aime la bagnole. On est fiers. Je trouve ça On est fiers. On est fiers. Vous savez quoi, les Français, a priori, n'aiment plus la voiture, d'après notre politique. Les 24 heures du Mans, c'est plein depuis le mois de novembre. Il y a 150 000 entrées qui ont déjà été vendues, et ils pourraient en vendre 2 fois plus. Alors nous, on aime les voitures, mais on vous aime aussi, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, et si vous voulez intervenir dans l'émission, 0826 300 300, ou vous nous écrivez un mail, je participe @sudradio.fr, vous mettez bien On parle auto dans l'objet et vos coordonnées complètes, dont votre numéro de téléphone. Allez, c'est parti, jusqu'à midi. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus,
parlons bien. Septembre 1983, Dunlop dépose le bilan. C'est Dunlop, un tremblement de terre, Ah oui, oui. en France. Tremblement de terre industriel, économique. Eh ben, il y a un homme qui est à nos côtés, qui peut se targuer quand même d'avoir sauvé cette grande maison. On va parler de la saga Dunlop avec Claude Cham. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Président de la FIEV, Fédération des industries et des équipements pour véhicules. Ex-PDG de Dunlop. Alors Dunlop, tiens, pour Et revenir... président de Equipoto SAS. Ouais. Ah, s'il vous plaît, le grand salon des professionnels de l'automobile. Et encore, on vous donne pas tout son CV parce que l'émission est trop courte. Mais Claude, pour revenir historiquement, bon, Dunlop, première marque de pneumatiques du monde, puisque fondée à la fin du 19e siècle par un médecin écossais. Ça n'avait rien à voir. Vous dites, tiens, historiquement, pourquoi il s'est mis à faire des pneus, ce monsieur ? Alors, j'étais pas là, bien évidemment, pour savoir. Mais par contre, François Alain était là, il nous racontera tout à l'heure les débuts de Dunlop. Mais l'histoire raconte que, comme il était vétérinaire, il avait l'habitude d'utiliser des gants en latex naturels, etc. Et je dirais, la symbolique est qu'il aurait eu un fils qui était sur un tricycle, qui avait du mal à monter sur les pavés de sa cour avec des roues. Des roues bandage pleines, plein, et il a tout à coup inventé le pneumatique en 1888. Et moi, j'ai le fac-similé du pneumatique. Ah, le premier ? Oui. Vous l'avez chez vous ? Oui, je l'ai chez moi. J'ai le fac-similé. Si je devais déposer le brevet aujourd'hui, je déposerais exactement la même chose. Et c'est quoi ? C'est une sorte de carcasse Alors, il a inventé l'enveloppe caoutchoutée, il a inventé la chambre à air, et il a même inventé la valve pour remplir la chambre à air. Et donc, il a pris une jante plainte en bois, il l'a recouverte avec son invention, et il a fait la comparaison entre un bandage plein et le bandage gonflé. Et bien évidemment, l'un allait beaucoup plus loin que l'autre, et puis adhérait beaucoup mieux. Et il a déposé son brevet. Oui. Et ce qu'il faut... Remettez bien le micro à côté de vous. Ensuite, bon, évidemment, comme l'idée était géniale, elle s'est répandue un peu partout, y compris en France, où un fabricant de vélo a dit « Tiens, c'est génial, je vais adopter ça ». Alors, j'ai lu l'historique, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que cette marque en France a déposé le nom de Dunlop. Oui, Clément Bayard a eu... Remettez bien les choses dans leur... C'est génial. Clément Bayard traverse la Manche, va voir Dunlop, lui demande d'avoir une licence de marque. Que Dunlop était le vrai nom du vétérinaire, c'était John Boyd Dunlop. John Boyd Dunlop, c'est son nom. Et donc, il revient en France et il dépose une licence de marque pour des vélos, pour des chambres à air, pour des pneus vélos. Et puis, comme les Anglais, à la fin du 19e siècle, sont beaucoup plus industrialisés que nous, etc., Dunlop Limited en Angleterre se développe plus rapidement. Et donc, un jour, Clément Bayard est absorbé par Dunlop Limited. Mais la marque avait été enregistrée dans sa société. Et elle est restée là, comme ça. Les Anglais n'ont jamais remonté la propriété de la marque dans le holding de tête. Et moi, quand j'arrive en 84 avec les Japonais, bien évidemment... Oui, alors, entre-temps, Dunlop, évidemment, se développe en France. Voilà. Et puis, il se passe... Il y a des vrais soucis. La marque dépose le bilan. Septembre 83. Ouais, dépose le bilan. Et vous arrivez grâce aux Japonais. Les Japonais rachètent, en fait, Dunlop France, c'est ça ? Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Ils étaient déjà... Non. En fait, c'est un homme qui a proposé. Vas-y, allez-y, racontez, Claude. Ce qui s'est passé, c'est que les Japonais... Shinichi Saito, qui était le président de Sumitomo Rubber Industries, société qui a été créée par Sumitomo Electric au Japon, pour reprendre Dunlop Japon en 1963, qui était en dépôt de bilan. De 1963 à 1983, les Japonais redressent Dunlop Japon. Ce monsieur qui arrive à la tête de Sumitomo s'aperçoit que le marché du pneumatique se mondialise et cherche à racheter des actifs Dunlop dans le monde entier. Il était intéressé par les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. La France, qu'il avait visité, ne l'intéressait pas parce que c'était tellement en mauvaise situation qu'il n'en voulait pas. Septembre 83, la filiale française dépose son bilan. À ce moment-là, le tribunal de commerce, le président en place à l'époque, vont au Japon et ils disent aux Japonais, écoutez, vous n'êtes pas intéressés. Et c'est là qu'ils se remettent à être intéressés par la reprise de Dunlop France. Et l'histoire veut que Dunlop France a été reprise le 1er juillet 1984, avant l'Allemagne, avant l'Angleterre et avant les États-Unis. Et qui vous propose à vous, Claude Cham, de reprendre
Dunlop France. Moi, j'étais assorti de l'industrie automobile à ce moment-là. Vous étiez Chrysler ? J'étais sur les aéroports parisiens et j'avais des consultants qui s'appelaient la Fiduciaire de France et qui avaient le dossier entre les mains, qui sont venus me voir parce que je voulais revenir dans l'automobile. Et ils me disent, écoutez, on est sur ce dossier, c'est pas tout à fait l'automobile, mais ça peut peut-être vous intéresser. C'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe de Sumitomo. Et je suis arrivé en même temps que le 1er juillet 1984. Et vous sauvez l'usine française qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Oui. Vous me faites beaucoup d'honneur en disant vous sauvez. Mais avec vos équipes, évidemment, c'est un travail d'équipe, mais vous êtes le représentant. Oui, effectivement. Donc on reprend en location-gérance le 1er juillet 84. Du 1er juillet 84 à décembre 84, on transforme ça en une reprise effective. Et de cette date-là, il a fallu redresser. C'était quand même assez difficile. À l'époque, on perdait 1 million par jour. Waouh. C'était quand même un peu impressionnant. Hein. Donc, il a fallu redresser ça. Je me suis attaqué à tout cela pendant 3 années. Et le président en place, moi, je n'ai pas été recruté comme président, j'ai été recruté comme secrétaire général. Le président, qui était anglais, devait repartir en Angleterre. Et en décembre 87, j'ai été nommé président. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau ? On est dans les années 80. Là, je regardais le merveilleux article que je conseille à tout le monde de lire sur le journal du pneumatique par notre ami et confrère Romain Bally. Vous disiez, nous avons commencé par goudronner les parkings, car nous considérions que la première chose à faire pour nos opérateurs était de les mettre dans des conditions de travail les plus agréables possibles. Il n'y avait pas de goudron sur les parkings à l'époque. Il devait y avoir de la poussière partout, c'était l'enfer. C'était une société qui était en perte de vitesse depuis de très nombreuses années. Donc, il n'avait plus de ressources financières pour financer ses investissements. Et donc, quand on en est arrivé, on a trouvé des usines qui étaient dans un état assez catastrophique. Et effectivement, le parking où le personnel garait ses voitures n'était pas goudronné. Et dans les principes de management, alors que moi j'avais connu, c'est une période de ma vie qui est assez extraordinaire, parce que j'avais travaillé chez Chrysler et j'avais connu la qualité totale à l'époque, quand j'étais dans la construction automobile. Les Japonais m'ont permis de mettre en application ce à quoi j'étais absolument fanatique, parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait manager les entreprises, concrètement. Et donc, on a commencé par faire ce qu'on appelle de la qualité totale, et on a mis des conditions de travail à nos employés, à nos opérateurs, qu'on considérait comme étant la base pour que les gens viennent travailler dans de bonnes conditions. Donc, ce que j'ai trouvé génial dans l'histoire, c'est que vous emmenez à un moment les syndicalistes au Japon pour leur faire voir qu'on peut travailler dans de bonnes conditions, mais travailler bien et plus, sans forcément être en grève, et ils reviennent convaincus, en fait. C'est énorme. Tiens, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, voilà un petit stage au Japon. Allez, go. Et alors, sur le pneu en soi, chez Dunlop, entre votre arrivée, on voit bien que vous redressez la boîte, même plus que la redresser. Il y a eu des R&D, il y a eu des développements de pneumatiques particuliers dans ces moments-là aussi. Hein. Oui, il a fallu tout redévelopper. On avait arrêté la production de pneumatiques poids lourds à Montluçon. Comme Montluçon était une très grosse usine, il lui fallait lui apporter du volume. Pour lui apporter du volume, j'ai relancé la production de pneumatiques poids lourds et il a fallu redévelopper une carcasse, redévelopper un pneu, car le grand concurrent que nous avions en face, c'était Michelin. Ils ne sont pas très loin en plus. Voilà. Donc, ils n'étaient pas très loin, effectivement. Donc, on a redéveloppé les pneumatiques poids lourds. Il a fallu redévelopper des pneumatiques tourisme, des pneumatiques moto, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Dunlop est le premier manufacturier pneumatique moto du monde. Oui, moi, quand j'ai été jeune, tout le monde rêvait, dans ma génération, d'avoir des K81 Dunlop sur sa moto. C'était le pneu mythique. Si on n'avait pas ça, on avait raté sa vie. C'était pas compliqué. Non. Et c'est ce dont je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que si on questionne le conducteur automobile et qu'on lui pose une question pour savoir quelle est la marque de ses pneumatiques, 80% des gens ne savent pas parce qu'ils ne le regardent pas. Par contre, un motard... Un motard, il sait. Oui, un motard, il sait. Et moi, je sais aussi sur les 24 heures du Mans. Oui, j'adore l'arche Dunlop, le pont Dunlop. J'aime beaucoup. Et comme l'histoire est un éternel recommencement, alors après, on va aller un peu plus vite, mais Dunlop a été racheté par Goodyear. Et là, retour de l'histoire, de nouveau, Dunlop est racheté par Sumitomo. Ah oui, vous allez reprendre les rênes. Quand on arrive à la fin des années 90, des années 2000, effectivement, le Japon va pas très bien. Sumitomo décide non pas de vendre, mais de faire une joint venture dans le monde entier. On explique ce que c'est pour tous ceux C'est une association de 2 entreprises qui apportent leurs actifs pour les mettre en commun et le développer ensemble. Donc,
Sumitomo fait une joint venture aux États-Unis, au Japon et en Europe avec la société Goodyear. La majorité était pour Sumitomo en Asie, et la majorité était pour Goodyear en Amérique et en Europe. Et donc, on a développé ça pendant un certain temps, jusqu'en 2015. Et puis en 2015, cette joint venture ne donnait pas tout à fait satisfaction aux deux parties. Et cette joint venture a été abandonnée. Donc chacun a repris ses actifs et est reparti dans ses foyers. À ce moment-là, Sumitomo n'a pas repris la marque Dunlop pour la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. C'est Goodyear qui a continué à l'utiliser. Et là, la fin de l'année dernière, eh bien, il y a eu une nouvelle négociation et Sumitomo vient de reprendre la totalité de l'actif Dunlop dans ces pays-là. On retourne en 1983. Vous allez reprendre la tête de Dunlop On a juste oublié quand même de préciser, c'est que Dunlop, c'est pas que les pneus. Après, il y a eu tout le développement avec les lits Dunlop Pillow. Moi, j'avais un matelas Dunlop Pillow. Et on a l'homme quand même qui a permis à tout ça se réaliser. À l'époque, pour conclure, Claude, vous aviez combien de collaborateurs, tout compris, sur tous les sites de France? Vous vous souvenez quand vous avez... Sur tous les sites de France, on devait être à un moment donné aux alentours de 10 000 personnes sur France. Fou, hein. Et puis j'avais mon territoire commençait à Amsterdam et se terminait au Cap. Parce que j'avais toute la partie Europe du Sud sous ma responsabilité. En voiture électrique, ça va pas être facile à faire. On vient de le faire quand même. Et Équipe Auto était sponsor de la croisière. En plus, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec Claude nous. Cham. Mais je vous en prie. C'est toujours plaisir. un peu émouvant hein, de regarder dans le rétroviseur. Hein. Toujours. Mais ce que je souhaite, c'est que maintenant, 40 ans après, Sumitomo puisse repartir dans cette belle saga, moi, que j'ai vécue à l'époque. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Et comment va Dunlop aujourd'hui ? Oh, ça va pas si mal que ça, ça va même plutôt bien. On les verra sur Équipe Auto On les verra sur Équipe Auto. Au mois d'octobre 2025 pour les 50 ans Tous les 50 ans, on verra Dunlop et on verra Falcon qui appartient aussi à Sumitomo. Exactement, et on vous verra vous aussi. Oh, je viendrai aussi un petit peu par Équipe Auto. Claude Cham qui était avec nous, voilà, une histoire de France, une partie de l'histoire de l'industrie française. Merci d'avoir été là, Claude Cham, président de la FIEV, et également ancien PDG jusqu'en 2000 de Dunlop. À suivre, eh bien, on va vous accueillir au téléphone, une question d'un auditeur et bien sûr une réponse. C'est Pascal qui arrivera et on aura de nouveau David de Rognocourt avec nous pour lui répondre. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on va tout de suite vous donner la parole. Pascal est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Et nous accueillons pour répondre à votre problématique David de Rognocourt qui était avec nous en début d'émission. On ne s'en passe plus. Hein. Le DG de Sfertec. Bonjour David. Bon Pascal, on écoute votre question. Donc en fait, moi j'ai une BMW F34 qui a 200 000 km. J'ai fait le changement de Alors F34, ça, je suis pas sûr que le code BMW dise beaucoup. La désignation commerciale, c'est quoi ? C'est quoi comme modèle ? C'est une série 3 320 diesel GT, vous savez, les grandes. Oui, d'accord. Donc là, on comprend mieux. Ok, 200 000 km et... Donc elle est équipée du moteur N47 avec la chaîne de distribution fragile. Donc j'ai fait le changement de cette chaîne-là. Et j'aurais voulu savoir, pour la prolonger le maximum, enfin pour prolonger la vie du moteur au maximum, si je pouvais employer des huiles soit graphitées, soit blanches, soit un additif anti-friction. Pascal, vous êtes en train de marcher dehors là. Vous êtes en train de marcher dehors. Oui. Alors, sur l'additif anti-friction. C'est donc quoi comme ça, je me fâche avec David tout de suite. Non, sur l'additif anti-friction, dites-vous que... Allez, tiens, je vais essayer de trouver une image simple. Que quand vous faites un gâteau, dans la recette, vous avez des œufs, de la farine, du beurre, du chocolat, enfin tout ce que vous voulez. Vous mélangez tout ça dans des bonnes proportions, vous faites cuire, vous avez un gâteau. Et si, quand c'est fini, vous dites « Ah zut, je voudrais rajouter du sucre », le sucre, il va pas se mélanger au gâteau que vous avez fait cuire. Et bien pour une huile, c'est pareil. Si vous rajoutez un additif après coup, il n'aura pas la même valeur que si vous l'incorporez dans la formule de base. Donc la plupart des additifs qu'on rajoute à l'huile, au mieux, c'est de la poudre de perlimpinpin. Au pire, ça peut même avoir un effet inverse. Certains additifs étant très néfastes pour les moteurs.
Le problème, c'est que ces additifs-là vont avoir un effet immédiat qui paraît positif et dans le temps, ils risquent en plus d'endommager votre moteur. Donc l'additif, vous Mais alors oubliez. pourquoi vous dites que vous allez vous fâcher avec Mais David de Rognoncourt? je pense que David partage mon avis. David. Bah oui. Bah Non, oui. C'est-à-dire que tout à fait, on est comme chez Top Chef, là, on fait une belle recette. Non, mais c'est vrai. En fait, il y a les packages d'additifs, comme on les appelle, voilà, ils sont pensés. Il faut qu'un additif fonctionne en synergie avec les packages d'additifs qui composent une huile. Alors quand on passe dans une grande surface puis qu'on achète un produit X ou Y, il n'a pas été travaillé pour travailler en synergie avec les composants du pétrolier, quoi. Donc c'est fait que ça peut faire rajouter un ingrédient hétérogène dans un milieu qui était homogène. Voilà. Bon, alors Pascal nous parle d'huile graphitée et d'huile céramique. Alors les huiles graphitées, on a tous connu à l'époque, c'était l'antarmolygraphite. Antarmolygraphite. Vous vous souvenez de la publicité? Oui, ouais. On disait il faut secouer la voiture. Pour les citroënistes. Ouais. Alors ça marchait bien à l'époque, ces huiles-là. Et aujourd'hui, alors vous faites une huile graphitée. Alors tiens, je vais lever le doigt parce que moi j'utilise, et je peux vous dire que, alors bon, ça va faire un peu genre tiens, il se la pète. J'ai une Ferrari qui, dans sa conception, a en fait un circuit d'huile qui est assez long, et quand on démarre, que la voiture n'a pas tourné depuis longtemps, les 5 premières secondes, on n'a pas de pression d'huile, donc c'est là que vous abîmez votre moteur. Et depuis que j'ai cette huile graphitée qui reste sur les parois du moteur, quand je démarre, alors la pression d'huile arrive plus vite, mais surtout on sent que le moteur ne peine pas quand il démarre. David, vous pouvez nous expliquer le côté physique-chimie là, de ce qui se passe dans la Ferrari Tout à fait. de la femme de Jean-Luc? Il faudrait d'abord qu'il me la prête pour que je puisse vraiment vous répondre. Non, mais du coup, ça répondra peut-être. Racontez-nous pourquoi ça fait ça, du coup. En fait, voilà, toutes les huiles, que ce soit toutes les huiles, elles ont ce qu'on appelle des additifs chimiques qui sont activés par le frottement, la friction. Donc ça marche très bien, et tout ce qui est friction dans un moteur est protégé par les additifs chimiques. Sauf que ces additifs chimiques, ils ont une limite. Il y a des zones qu'on appelle dans un moteur les zones de lubrification limite, justement, où les additifs chimiques sont pas très bons. Et c'est des zones qui génèrent beaucoup d'usure dans les moteurs. Donc c'est par exemple un piston, quand il se déplace, il y a ce qu'on appelle le point mort haut. Donc il monte, après il s'arrête. Donc là il y a une zone de marquage. Après il redescend vers le bas, il s'arrête, c'est le point mort bas, il y a une zone de marquage. Et là il y a usure. Et les additifs chimiques sont pas très bons sur ces parties-là. Pareil, le démarrage à froid. 80% de l'usure, c'est le démarrage à froid. Et c'est là où, quand on met du carbone graphite, c'est une structure, on va dire, inerte chimiquement. C'est une structure, c'est comme des petits jeux de cartes, en fait. Ça glisse, ça résiste au poinçonnement, et puis ça glisse comme des cartes pour jouer en main, quoi. Et donc, ce qui fait que ça badigeonne un peu partout le circuit d'huile de ce carbone graphite. Et ça vient réassurer la lubrification d'un moteur, en particulier sur les zones où les additifs chimiques sont pas terribles. Et donc ça permet de vraiment prolonger la durée de vie. On a des moteurs qui font 1 million de kilomètres. Mais donc ça répondrait aux besoins de Pascal, qui cherche une huile ou quelque chose pour qu'elle puisse garder et emmener sa voiture au plus loin possible. Ouais. En industrie, on fait ça. En industrie, faut pas que ça casse. Donc on utilise ce genre de process. Et puis en plus, le carbone graphite résiste à 900 degrés. On oublie toujours qu'une huile sert aussi à rafraîchir un moteur, à refroidir un moteur. Elle contribue à 38% du refroidissement d'un moteur. Donc elle est caloporteuse, elle pique les calories sur les points chauds, elle les évacue. Donc non, le carbone graphite, en plus il a une onctuosité, ce qui fait que ça change aussi la fréquence du moteur, le bruit. C'est beaucoup plus doux, plus feutré. Et oui, ces moteurs-là, c'est un 2 litres, BMW, 200 000 km, oui, c'est parfait. Puis en plus, le graphite est moins cher que la céramique. Donc, et alors l'étape d'après, c'est ce que j'allais dire, il y a même des huiles céramiques. Attends, parce que je voudrais déjà, Pascal, est-ce que ça vous a causé déjà là? Ah oui, là, je bois du petit lait, comme on dit. Et alors l'étape d'après, c'est l'huile céramique. Alors là, c'est une variante, mais pour Pascal... C'est pour faire de la poterie, non? Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour des moulages. Non, en fait, l'huile céramique, c'est la même logique, sauf que, en fait, la céramique, c'est du nitrure de bore, donc c'est blanc et c'est la céramique, et le carbone graphite, c'est noir. La céramique est plus chère,
Mais globalement, c'est très proche en performance. La céramique résiste à 1100 degrés et le carbone graphite à 900. Donc bon, voilà. Et dans le cas de notre auditeur, je lui conseille une 5W40 en viscosité qui sera parfaitement adaptée à son moteur qui a 200 000 km, donc qui vient juste d'être rodé. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est étonnant, c'est une huile qui est quand même vachement fluide pour un moteur qui a beaucoup de kilomètres. Ouais, mais 40 à chaud, c'est c'est une belle solidité, et 5 c'est la viscosité à froid. Voilà, on met pas 0 à 200 000 km, donc on veut qu'il y ait un petit peu de quelque chose de un peu comme un joint liquide, hein. On veut un peu de viscosité, on veut de la pression à froid quand même. 0 c'est pas utile, 5 c'est déjà très bien. Et comme elle a 200 000 km, voilà, il vaut mieux mettre une 540. Excusez-moi, David de Regnacourt, vous qui êtes le DG de Sfertech, et puis l'ami Jean-Luc Moreau, vous qui êtes le journaliste le plus capé en bagnole de l'univers. Est-ce que je pourrais pas mettre ça directement dans ma voiture qui n'a que 80 000 km? Si, bien sûr. Oui, je peux tout de suite commencer, même quand on en a que 10. Alors, je vais vous dire, parce que je vous ai parlé de la Ferrari, mais j'ai des voitures quand même beaucoup plus abordables. J'ai une petite Mazda MX-5 NA qui est de 1992. Et cette voiture a un problème quand on l'a pas tournée depuis longtemps. Enfin, elle a un problème, elle est hyper fiable. Hein. Mais c'est des poussoirs hydrauliques. Et ces poussoirs se désamorcent, mais pas avec ces huiles-là. Donc, quand je mets en route, ça fait pas clac-clac. Et le moteur est beaucoup plus silencieux. Mais quand je vous dis beaucoup plus silencieux, c'est que avec la vidange d'une ancienne huile et en remettant ces huiles-là dedans, le bruit du moteur change complètement. Ok, d'accord. On a l'impression qu'il est plus doux, qu'il est plus souple, qu'il est dans du coton, voilà. Comme un soin. J'aime bien. Bon ben voilà, Pascal, grâce à vous, je vais prendre plus soin de ma BM à moi, qui est beaucoup plus récente que la vôtre. Et puis je pense que tous ceux qui ont entendu vont pouvoir en profiter aussi. Alors ça, je vais rajouter, pour ceux qui roulent avec des mélanges d'éthanol, ces huiles-là résistent mieux à la dilution d'éthanol. Ok, et ben voilà, on a tout compris. Merci David de Regnacourt. Merci Laurence, merci Jean-Luc. Et merci à vous Pascal. À bientôt hein, David. Ouais. Moi je voudrais bien faire partie des suiveuses, là j'ai entendu pour le Tour Auto. On va s'organiser David. Voilà. On va s'organiser. On va avoir carrément un bus qui va suivre les garçons. Moi je suis une suiveuse. Hein. On est d'accord. Mais je pense que c'est la glacière qui vous intéressait plus dans mon discours. Les deux. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci à Pascal qui nous a écrit un mail, jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet et vos coordonnées complètes, dont votre numéro de téléphone. Et s'il vous plaît, ne soyez pas trop impatients. Vous imaginez bien qu'on reçoit énormément de mails. Donc quand vous nous écrivez le mardi, si on vous a pas répondu ni le vendredi, ni le samedi, ni le lundi qui suit, c'est pas qu'on pense pas à vous, mais c'est que on traite les mails dans leur ordre d'arrivée. Mais en tout cas, écrivez-nous, on adore ça. GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et On parle auto présente Monsieur François Alain qui est avec nous, journaliste et présentateur, bien sûr de Vintage Mécanique, et il vient nous le dire, qui redémarre lundi. Oui, lundi soir 21h10 sur RMC Découverte, Vintage Mécanique avec 7 nouveaux épisodes inédits. Bonjour. Et le premier, on parle de quoi? Oh là, on parle d'une voiture italienne avec un cheval cabré. Ah non. C'est quoi comme marque? C'est je ne sais Mustang. pas. De Dion Bouton. Porsche. Bonjour François, en tout cas merci d'être venu. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Alors il paraît qu'il se passe quelque chose à partir aussi de lundi là, qui est plutôt sympa pour vous. Qui démarre la semaine prochaine. Actualité dense. Bah oui, parce que c'est le Tour Auto que moi je fais donc pour la 8e fois, et comme j'adore le coller un peu aux anniversaires, cette année c'est les 70 ans d'une voiture française. Oui, c'est français, monsieur. C'est français, monsieur. C'est français. Alors attention, là, les deux copains sont lâchés. Voilà. Moi, je suis au spectacle. Qui s'appelle la DS. C'est énorme qu'il n'y ait qu'une seule Citroën sur le Tour Auto. Alors, on dit plus, cher Jean-Luc, on ne dit plus Citroën, parce que maintenant, Citroën et DS Automobile sont deux marques distinctes. Oui, non, mais d'accord. Mais je plaisante. DS, à l'époque, c'était une Citroën. Voilà, donc là, je suis effectivement le seul en DS et aussi le seul en Citroën pour cette édition 2025. Ce qui avait été aussi le cas en 2019, où j'étais le seul en Citroën pour l'année du centenaire de la marque. Bon, et pas n'importe quelle Citroën. DS. Alors, c'est quoi comme modèle de DS? Alors, c'est une DS21M, c'est-à-dire l'appellation commerciale, c'était D Super 5, parce que c'était une voiture qui avait encore le moteur de la DS21 en version carburateur. Et ça, c'est plutôt pas mal pour le Tour Auto, parce que
facile à réparer. Bah oui, dépanner un carburateur sur le bord de la route, c'est plus simple que de dépanner une injection. Et elle avait la boîte 5 vitesses. Donc voilà, donc c'est le bon, je pense que c'est le bon deal pour faire le Et tour vous auto. savez que François Alain, l'ami Jean-Luc, part avec son mécanicien personnel. Ah oui, j'ai un nouveau mécanicien. Mais qui sera avec Que lui vous dans la allez voiture. pouvoir exploiter sans qu'il puisse dire Quoi rien, que ce puisque soit. c'est votre fils. Ben oui, exact. C'est mon plus jeune fils et donc c'est sa première expérience et les deux caractères que nous avons mutuellement ne seront pas forcément évidents, mais si on s'engueule pas c'était à droite. si on s'engueule pas dès le premier virage, ça devrait aller. Lui, il fait des études, hein, il est... Lui, il est passionné. Alors ça y est, il s'est découvert sur le tard. Il est passionné par la mécanique des voitures anciennes. Donc je l'ai un petit peu poussé dans ce sens-là aussi. À partir du moment où il m'a dit que ça lui plaisait. Et puis voilà, donc il a restauré une Cox avec lequel il rêverait de faire le tour auto plus tard. Et puis non, il est très passionné, auto, moto, tous les engins. Donc je suis heureux d'avoir enfin un de mes enfants qui s'y intéresse. Ouais. Et donc Alors, voilà. Mais ça a failli quand même, parce que vous avez failli être grillé, c'est le cas de le Oui, dire. oui, c'est vrai. En début de semaine. Bah, parce que comme C'était chaud. c'était chaud, C'était bah oui, chaud parce qu'il y a eu le feu. parce dans qu'on la a eu voiture. on a eu un petit début non. d'incendie dans la Mais voiture. qu'est-ce parce qui que s'est passé? parce qu'un soir, on a remonté, c'est une voiture qui revient de loin, comme toutes ces voitures-là, elle a plus de 50 ans, donc elle a été bricolée, bidouillée dans tous les sens. Donc on a repris un petit peu la voiture à la base pour vérifier tout, et un soir, on était un peu fatigué, on a remonté la voiture un peu vite fait, parce qu'il fallait laisser la place là où elle était. Oui, parce que ça se démonte, c'est une aile Oui, que vous remontiez, voilà. c'est ça. Parce que Et donc, cette voiture-là, en fait, la carrosserie n'est pas porteuse. Non. Et donc, c'est juste de la déco. Exactement. Et donc, il y a eu Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et donc, il y a eu une inversion de fil. On s'est retrouvé avec un positif sur la masse. Et donc, j'ai vu de la fumée qui sortait du tableau de bord. Je me suis dit, là, je pense qu'il va falloir que je m'arrête tout de suite. Et Alors, donc, voilà. Ceux qui nous regardent sur Facebook, notre ami Anthony qui réalise cette Oui, émission qui a mis passe la des- vidéo il y a- de oui. votre voiture, Ah. de l'ADS qui fait le tour D'accord. auto. On voit, Voilà. on Très voit bien. les images. Ouais. Donc, alors, ça a failli pas partir. Et là, Oui. on va Oh dire là là. merci au Garac quand même. Absolument. Parce que Alors, j'ai le Garac, le Garac. on rappelle, on hein, rappelle. école d'Argenteuil que vous connaissez Bien bien. sûr. Oui, dont, on fera voilà, d'ailleurs une émission en direct Oui, depuis le Garac je sais, bientôt. je- Le Au mois de 24 mai, Le Je 24 pour sais. leurs 10 ans. Ouais. Et j'y serai aussi, les amis, si vous Ah, m'acceptez, alors, bien sûr. formidable. Alors le Garac, pour tous ceux qui veulent épouser les métiers de l'automobile, évidemment plutôt jeunes, hein, il y a plein de formations, c'est la plus grande école de France sur l'automobile, et ils vont jusqu'à des niveaux de licence plus, puisqu'on a même des gens qui sont Des ingénieurs. des qui gros sortent. ingénieurs Ouais. qui sortent du Garac. Ouais, ouais, voilà. non, c'est formidable parce qu'ils ont toutes les formations. C'est vraiment le fief. Il Alors, est il y a- nécessaire. il y a plein de CFA en France, faut pas l'oublier, qui Bien sûr, forment, mais bien sûr. tous. Mais le Garac, c'est sûr que par définition, c'est le plus gros, le 1500 plus important. élèves. Oui, c'est il y a ça. un internat Ouais. si vous venez du sud de la France ou d'ailleurs, Oui. et ils ont toutes les formations, y compris de vendeurs de voitures, aux garagistes qui réparent nos voitures, le carrossier, etc. Oui. Ils ont tout. Non, mais Ils ça, font- c'est formidable. Y compris l'électricité automobile. D'ailleurs, je fais un petit coucou, un petit clin d'œil aux élèves en électricité automobile et à leurs professeurs qui m'ont quand même un peu sauvé la mise, il faut bien le dire, la semaine dernière, parce que j'étais un peu en panique. Et donc, non, merci beaucoup, parce que vraiment, ils sont formidables. Et puis, c'est vraiment un fief de passionnés, et c'est le creuset des métiers de l'automobile, bien évidemment. Bon, on va parler un peu du Tour Auto, hein, Oui. parce que quand même, alors départ du château de Vaux-le-Vicomte lundi. Mardi matin. Tu peux venir lundi, mais il n'y aura personne. C'est mardi. C'est pour ça, à chaque fois, je me rends des Bon, c'est événements, quel il jour, là, j'ai rien n'y a jamais compris. personne. Mardi. C'est bien Voilà. ce que j'avais dit en Mardi, début d'émission. alors. Voilà. Vaux-le-Vicomte. Ensuite, on aura Dijon. Mais c'est que lundi, en fait, il y a la réunion où on présente les voitures et tout ça. Mais Il y a vous pouvez déjà aller, il y a Voilà. les Alors, on peut- vérifications voilà. techniques, et En si fait- vous pouvez prendre un pass pour aller Exactement. assister à Il tout suffit ça. d'acheter le programme, je Ouais. crois qu'il vaut 15 euros. Mm. Et donc, ça sert de sésame pour rentrer à la porte de Versailles dans le hall qui abrite toutes les voitures dimanche et lundi. Et le départ, c'est mardi matin à 6h du matin pour les gars qui se lèvent, Ah oui, ou mais les filles qui se lèvent on très est tôt. jeunes ou quoi Ouais. Hein. Et Ouais, l'avenir ouais. appartient à ceux qui... Absolument. Voilà. Direction Dijon, Mmh. ensuite Oh. Mulhouse, Oui. Clermont-Ferrand et Villeneuve-les-Avignon pour finir à Nice à l'issue de Exact. 2200 kilomètres d'épreuves. Il y aura des circuits entre-temps, hein. Il y a le circuit de Dijon. Dijon-Prenois, Dijon-Prenois, le circuit de la Bresse. La route du Rhin, le circuit de Voilà. la Bresse, Charade. Charade. Ouais, Super Charade. circuit aussi, Charade. Très, Ouais, très C'est pas beau Charal, hein, Ariane, faut pas Non, confondre, non, on va pas non, manger non. du bœuf. Très beau non, je circuit. rigole. Elle est viandarde, Laurence. Ah oui, Ouais. je suis tout, moi. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, vous êtes en catégorie régularité, Oui, parce bien qu'il y a sûr. deux catégories. Une Oui. catégorie compétition pour Voilà. les véhicules historiques et Ouais. une catégorie régularité, Ouais. où le but, c'est, comme son nom l'indique, D'être régulier. Voilà. d'être Et c'est pas régulier. si facile que ça. simple, hein, Non, c'est non, pas non, si c'est pas simple. si Comment est-ce simple. qu'on est régulier? Parce que pour les gens Alors, qui n'ont jamais on fait... prend un exemple sur un circuit. Vous avez des tours que vous allez faire pour arriver à établir un temps de base qui Ouais. servira de référence. Ouais. Et ensuite, il faut tourner le plus régulièrement possible pour être dans ce temps de base. Voilà. Mais il n'est pas question de dire
je tourne comme un âne et je freine avant l'arrivée pour faire les 10 ce derniers serait mètres trop simple, au moment bien sûr. où, voilà, vous devez être avoir une vitesse régulière sur la totalité. La totalité. Sachant qu'on n'est pas tout seul, donc on peut être gêné par d'autres concurrents, donc il faut savoir qu'on va perdre quelques secondes, il faut se débrouiller pour les rattraper. Ouais, c'est un calcul c'est tout un truc. Circuit. Là, c'est de ville à ville, c'est pas un circuit classique. Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Et il y a ce qu'on appelle aussi des spéciales, où là, effectivement, on démarre une voiture toutes les minutes, donc théoriquement, on n'est pas censé rattraper celui de devant et celui de derrière n'est pas censé vous rattraper, sauf si on est hors timing. Et donc, il faut là aussi tenir une moyenne très précise qui nous est imposée, hein, on la choisit pas. Et dans certaines spéciales, c'est vrai que c'est parfois un peu chaud parce que... c'est quoi, c'est 45 km/h? Ça dépend. C'est 40, 50, 60, ça dépend des spéciales, mais dans des toutes petites routes très étroites, c'est pas toujours 60, facile. c'est compliqué. Alors, dans les villes où c'est jusqu'à présent, vous aviez quand même des engins extrêmement rapides, la 2 chevaux, la traction... La GS, monsieur. La GS. Voilà, la 204 coupée. Et plus ça va, plus vous grimpez en puissance. Là, la DS, c'est quand même le summum. Vous allez taquiner les Ferrari un peu? La DS sera la plus confortable. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, il est taquin, l'ami Jean-Luc. Ça, c'est sûr. Non, mais il se moque. Mais bon, j'ai quand même fait en 4 chevaux aussi, cher ami. Oui, c'est pour ça que je dis que... L'ami Jean-Luc, vous l'aviez fait? Moi, je l'ai fait avec une Corvette en 92, voilà. avec la voiture qui avait gagné le Tour Auto à l'époque où c'était encore la vraie course. Ouais. Mais Jean-Luc, c'est bien plus méritoire de le faire en 2 ou en 4 chevaux, si je peux me permettre, hein, que de le faire dans une voiture avec un V8 surpuissant. Qui sont ceux qui le font en fait? C'est que des passionnés de voitures, c'est des propriétaires beaucoup de collectionneurs internationaux, parce qu'il y a je ne sais combien, il y a au moins 17 nationalités de représentées, si c'est pas plus. Hein. Donc beaucoup de voitures. Alors ce que je disais en début d'émission, hein, tant pis, ça y est, je vais me faire quelques ennemis chez Peter Auto, mais beaucoup de voitures qui sont pas authentiques malheureusement sur le Tour Auto. C'est-à-dire qu'elles ont été refaites. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour certains modèles. Mais la plupart des Ferrari que vous voyez 250 GT, c'est des répliques. Alors, en général, le propriétaire a la vraie et il fait faire une réplique pour faire de la course. Parce que quand vous avez un engin qui vaut 15 millions d'euros, vous hésitez à faire de la compétition. Bon, moi, ma DS, c'est une vraie. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, c'est toujours un vrai bonheur, des Automobile Awards. Et ben c'est parti pour 2025. Salut Lionel Robert. Bonjour Laurence. Bonjour monsieur Lionel, organisateur des Automobile Awards. Ouais, créateur, organisateur. 8e édition. Animateur, producteur, il fait tout. Ouais, journaliste et aussi. Je fais le ménage à la sortie de la cérémonie. Et surtout, il fait la cuisine pour bien nous recevoir des fois. Ça peut-être pas par contre, pas pour vous. Bon, alors comme on est dans une émission spéciale poisson, depuis début avril, votre poisson à vous, c'est que les inscriptions pour la 8e édition des Automobile Awards ont démarré en début de mois, donc le 1er avril. Exactement, c'est le gros poisson du mois. Ça a démarré effectivement officiellement, on va dire, depuis 2-3 jours là, voilà. Et ça part très fort, donc j'en suis absolument ravi. L'objectif cette année, ça va de faire encore un peu mieux que l'an passé, donc d'atteindre la 60aine de marques, constructeurs et équipementiers confondus inscrites cette année, donc pour cette 8e édition. On était à 56 en 2024, c'était déjà pas mal, on va passer 60. Est-ce que l'objectif à terme, ça sera d'avoir toutes les marques présentes sur le marché? C'est un peu l'objectif, sachant que chaque année, il s'en rajoute, hein, puisqu'il y a déjà de nouvelles marques que je n'avais encore jamais eu la chance d'accueillir, qui seront là cette année. Est-ce qu'il y en a certaines qu'on peut nommer? Des noms. Oui, bien sûr, oui, non, complètement. Par exemple, j'ai obtenu l'accord de Lynk & Co, par exemple, ces jours-ci, voilà. Également d'autres marques asiatiques parlent également de revenir. Là, on est en discussion très avancée avec Zeekr, qui s'apprête à investir le marché français d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Une marque très intéressante également du groupe Geely. Donc voilà, donc tout ça fait que. Et puis alors j'aurai des revenants également avec. Je suis très fier d'accueillir par exemple Jaguar qui va revenir cette année avec leurs produits totalement décalés qu'on attend avec grande impatience. Mais Jaguar, ils n'ont pas de voiture à présenter, donc ils vont participer dans quelle catégorie?
Non, c'est pas gentil de dire ça, Jean-Luc, c'est pas vrai. Le concept 01 a été dévoilé. Bon, ça ressemble plus à une Batmobile qu'à une véritable automobile. Ouais, moi, je dirais un fer à repasser, mais bon... Il faut être ouvert. Vous savez, les petites marques qui se lancent, il faut leur donner une chance. Ouais, il y a des signes d'ouverture que je suis pas prêt à adopter. Tout de suite. Comment ça va se passer sur le calendrier pour tous ceux qui nous écoutent, puisque dans l'Automobile Award, il y a un moment où on peut, nous, grand public, voter? Bien sûr, alors comme chaque année, donc il y aura l'élection du Grand Prix, alias la voiture préférée des Français. Le vote démarrera à l'ouverture du salon automobile de Lyon, le 24 septembre. Puisque le salon est partenaire de l'événement, et le vote s'achèvera le 31 octobre, avec un petit point d'orgue, on va dire. Ce sera durant le salon Équipe Auto, également partenaire de l'événement cette année, du 14 au 18 octobre, où l'intégralité des candidats au Grand Prix seront exposés sur un espace dédié aux Automobile Awards durant le salon Équipe Auto. C'est-à-dire on pourra avoir toutes les voitures qui participent physiquement. Exactement, voilà, comme ça le public présent, les visiteurs présents, les auront toutes sur place pour pouvoir, je dirais, orienter au mieux leur choix. Et évidemment, le vote se fera principalement sur le site automobileawards.com, mais également sur le site du quotidien L'Équipe, sur l'équipe.fr. C'est une nouveauté de pouvoir voir les voitures, là? Oui, c'est une nouveauté. Ouais, c'est une vraie nouveauté. Première. Ouais, oui, c'est une première. En fait, il y avait la volonté d'Équipe Auto d'accueillir à nouveau des automobiles sur ce salon, qui est principalement dédié aux équipementiers et aux services de l'automobile. Et aux après-ventes. Et là, le rapprochement avec l'Automobile Awards fait que, effectivement, moi j'en profite, évidemment, pour exposer l'intégralité. Lionel, ça sera où, Équipe Auto? Là, à Port de Versailles, du 14 au 18 octobre. Je peux vous en parler en détail. Et d'autant que, attention, Lionel, c'est pas juste les équipementiers, mais ce sont tous ceux qui font les services, les équipements, les accessoires, etc. Tous ceux qui vont réparer nos voitures. C'est vraiment le salon des réparateurs, entre guillemets, mais tout confondu, hein. Mais alors, 50aire d'ailleurs cette année, donc ce sera une très belle édition. Et je vous propose de retrouver toute l'histoire du salon sur mon podcast absolument extraordinaire, Équipe Auto, 50 ans de passion, sur toutes les plateformes de podcast. Alors moi j'ai une question de Béotien sur ça, c'est que Équipe Auto c'est quand même un salon professionnel. Comment monsieur et madame tout le monde pourra accéder à l'expo? Très bonne question de Jean-Luc M de Paris. Oui, tout à fait, mais il est ouvert à ma connaissance à tout bon visiteur. Après, il faut juste avoir le pass, quoi. Mais bon, si vous avez votre copain garagiste, vous lui demandez un pass. On peut pas, un grand public, prendre des entrées, c'est ça. Il faut passer par quelqu'un du métier. Voilà. Il faudrait peut-être passer par quelqu'un du métier. Par contre, imaginer que le grand public puisse accéder juste à l'espace dédié exposition. On en reparlera. Il y a d'autres partenaires. C'est une bonne idée. Vous accueillez d'ailleurs d'autres partenaires aussi. Bon, alors Sud Radio qui est le summum, mais il y a d'autres gens. Il y a des nouveaux. Bien sûr. Oui. Il y a des nouveaux. Alors parmi les nouveaux, il y a quelques institutionnels qui se sont ajoutés. Je suis ravi d'accueillir par exemple la SIAM, la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle, et du motocycle, voilà exactement. Il y a également l'Alliance pour la décarbonation de la route, qui vient aussi grossir les rangs des partenaires. Et puis il y a aussi des partenaires. Alors il y a un partenaire par exemple Prestige qui s'est associé à la catégorie design. C'est Alcantara. Vous savez, Alcantara, c'est la marque qui fabrique... La marque des vaches qui fait les fauteuils en vache douce. Alors justement, ce n'est pas de la vache. C'est du tissu. L'Alcantara, exactement. C'est un tissu, tout à fait. Un tissu qui imite le daim. Avec des avantages, c'est que c'est vrai que ça se nettoie. On a l'impression que c'est fragile, mais c'est à la fois confortable et facile à nettoyer, facile à réparer. Enfin bon, ça a plein d'avantages. Et on ne tue pas des vaches pour le... Non, on tue des bébés Alcantara, c'est encore pire. Combien de marques en toute voiture? Combien de prix? Enfin, pas de marque de voiture. Combien de prix cette année? Ça augmente encore? Comme l'an passé. Non, on arrête les frais. Comme l'an passé, une vingtaine de catégories, dont une catégorie nouvelle qui va en remplacer une. Petite nouveauté de l'année, en fait, la catégorie SUV
est abandonnée parce que finalement quelque part aujourd'hui vous n'avez pratiquement plus que des SUV qui sortent, donc ça ne voulait plus dire grand chose, et elle est remplacée par une catégorie qui était très attendue parce qu'elle se développe énormément en ce moment, c'est la catégorie véhicules utilitaires. Voilà, puisque aujourd'hui on le remarque, toutes les marques généralistes développent leur gamme d'utilitaires. Il devenait important d'avoir une catégorie spécifique qui récompense ce type de véhicule. Ouais, Bon, en super. particulier utilitaire électrique d'ailleurs. Par exemple, l'ami Lionel Robert, on vous donne évidemment la parole comme on fait tous les ans depuis de nombreuses années. Hein. Donc une fois par mois, on vous retrouve sur On parle auto. Pour faire le point. Et bien sûr. Et puis là, dites-nous, vous êtes où ? Et là, justement, je suis à Cascais, très précisément. Au Portugal, donc au Portugal, Cascais. en train d'essayer justement une Zeekr, la 7X, qui est un SUV du segment D, donc un SUV déjà assez gros, 100% électrique, évidemment, et qui devrait être une des premières Zeekr importées en France, lorsque la marque y arrivera. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais Lionel Robert est aussi un grand journaliste auto que l'on retrouve dans de grands magazines. On peut en citer un ou deux, si vous voulez, Lionel. Allez, c'est votre moment. Alors écoutez, j'aurais bien cité Paris Match, mais je viens de les quitter. Ah bon, voilà. Hop, au revoir. Tant pis pour eux. Je suis un cœur à prendre. Non. Sur le plan professionnel comme sentimental, d'ailleurs. Ah bon Lionel, vous avez mon numéro de téléphone. Je reviens de Saint-Tropez mardi, parce que je vais faire le salon des vins tout le week-end. Là. Donc vous m'appelez. Eh bien, vous écoutez Brigitte Lay. Allez, on vous embrasse, Lionel. Merci, au revoir. Merci à vous, à très vite. Au revoir. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et pour terminer, on accueille Bernard qui nous appelle de Dunkerque où il y a le grand carnaval en ce moment. Salut Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour à vous deux. Comment ça va ? Ça va très bien, beau temps. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait très très beau sur le nord de la France. Il fait meilleur dans le nord que dans le sud. Ouais. Et moi je pars dans le sud tout à l'heure. Ça arrive tellement rarement que c'est pour ça qu'on le souligne. Alors Bernard, on vous écoute. Alors, disons, je suis sur le point d'acheter un Ford Tourneo Courrier. Et ma question était la suivante. Étant donné que Ford arrête sa gamme E85, à part le Kuga, est-ce que ce nouveau modèle, avec ce moteur-là, peut encore supporter le 85 à au minimum 50% ou 100% vis-à-vis de la précédente génération, et si je dois attendre 2 ans, une fois que la garantie est terminée, pour pouvoir mettre de l'E85. Oui, Très bonne question, bien claire. Oui. Alors, le Ford Kuga reste effectivement au catalogue en E85. Ils vendent toujours 80% de Kuga en E85. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté donc la commercialisation des autres modèles E85 Ford, le discours officiel, c'est le 85, c'était une transition en attendant les véhicules électriques, et maintenant on a une gamme électrique complète, donc il n'y a pas de raison de continuer le 85. Ça, c'est la raison officielle. La raison réelle, je pense, c'est que le 85, c'est principalement la France et bon, un petit peu la Suède, la Suisse. Mais le Brésil, ça ne concerne pas, parce qu'on parle des homologations en Europe, et une homologation, ça coûte cher, et homologuer des véhicules exclusivement pour un pays, aujourd'hui, pour un constructeur, c'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent le 85 à partir du moment où il faut renouveler le modèle. Donc c'est les électriques qui remplaceront le 85. Dans votre cas, le modèle donc a un moteur qui n'est pas adapté spécifiquement au 85, qui pourrait rouler avec du 85, mais si vous posez la question chez Ford, on vous dira « Oh là là, surtout pas ». Alors d'abord, pendant les 2 ans de période de garantie, puisque quand vous passerez chez le concessionnaire, si vous avez mis du E85 dedans, ça se verra sur le calculateur. Donc en branchant sur l'OBD, ils sauront que vous avez mis du E85 et vous perdrez le bénéfice de la garantie. Donc vous oubliez complètement de mettre du E85 dedans pendant les 2 années de la garantie. Maintenant, au-delà, moi ce que je vous conseillerais de faire, alors si vous voulez continuer à rouler à l'E85 100%, c'est d'installer un boîtier, comme ça vous le faites légalement, vous le faites avec 2 ans de garantie supplémentaires qui seront offertes par le fabricant du boîtier. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, évitez quand même le 100% E85 sans installation de boîtier. Les cartographies sont peut-être pas forcément suffisamment étendues pour que le moteur fonctionne correctement. En clair, pour pas que vous soyez en mélange trop pauvre, ce qui est destructeur. Faire un mix 50-50, c'est bien. Tout dépend du nombre de kilomètres que vous allez faire. C'est ça qui va en fait décider
de la stratégie que vous allez D'accord. adopter. Alors, Si du vous coup, roulez beaucoup, ouais. installez un boîtier, vous Ok. le rentabiliserez assez vite. Si vous roulez pas énormément, faites un mélange 50-50. N'allez pas jusqu'à rouler exclusivement Non, à le non, 85. non. Ouais. Voilà. Et puis surtout pas pendant la garantie. Là. Surtout pendant pas, les vous allez tout perdre là. Ouais, surtout pendant les 2 ans, vous amusez pas à faire ça. Donc voilà, Bernard, 50-50, mais pas pendant les 2 ans. Exactement. Bon, ben, très bien. Apparemment, le commercial me disait qu'ils avaient arrêté le 85 parce que, disons, vis-à-vis... Mais c'était vis-à-vis de taxes, qu'ils auraient eu une taxe de 70 euros par véhicule. Là, je vous ai donné le discours officiel de chez Ford. Hein, Ouais. Voilà. De chez Ford, France. France, ouais, Voilà. tout à fait. Bon, mais en tout cas, Bernard, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Et vous faites comme Bernard, hein, si vous voulez, vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc, même une auto à choisir avec ses conseils. Vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. On parle auto dans l'objet et bien sûr vos coordonnées complètes dans le mail, y compris votre numéro de téléphone. Salut l'ami Jean-Luc. À la semaine prochaine, Avec Dame Laurence. plaisir. Moi, je pars à Saint-Tropez. Il y a le salon des vins. Ah, Je ça vais va être animer. dur. Ça va être trop bien. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, vous restez avec nous sur Sud Radio. Bon week-end.